Cette hebdo-édition du dimanche 2 juin 2024. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Désignement de l'encadrement technique des Lions indomptables, la crise entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football a pris fin, on l'espère, ce jeudi. Après des semaines de bras de fer, les deux parties en conflit dans ce dossier sont apparus ce 30 mai devant la presse pour annoncer la fin du différend qui les opposait. On en parle. Et selon Jeune Afrique, pour que ce feuilleton trouve son épilogue, il a fallu que le chef de l'État monte au créneau pour siffler la fin du match. Un arbitrage sans lequel la situation aurait pu dégénérer de façon irrémédiable. Alors que de nombreux observateurs se demandent pourquoi avoir attendu aussi longtemps. Ce midi, nous interrogeons le poids du soutien Samuel Eto'o-Fils pour le président Paul Biya, notamment à l'approche des scrutins dans la présidentielle de 2025. Surtout, qui sort gagnant de ce conflit ayant duré des semaines, qui récolte les lauriers de ce happy end, entre guillemets. Cameroun Tribune titre ce 31 mai, crise MINSEP, FECAFOOT, Paul Biya siffle la fin. Mais avant ces deux sujets, en entrée, nous parlons de ce nouveau scandale qui secoue le Sénat. Comme annoncé il y a quelques semaines, l'audit des comptes de la Chambre haute du Parlement autorisé par le chef de l'État révèle des noms. La commission d'enquête présidée par le Lamido de Rebouba, premier vice-président du Sénat, a révélé un trou de 3 milliards de francs CFA. Le secrétaire général adjoint numéro 1 n'a pas pu fournir les pièces justificatives du premier milliard. Pour les deux autres milliards, les justificatifs présentés n'ont pas suffi à convaincre d'un bon usage. On parle de tous ces sujets avec vous, François Yondikam. Vous êtes journaliste, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Léna, merci de m'avoir invité une nouvelle fois. Je suis content de retrouver les téléspectateurs et tous les panélistes. Bonjour. Je ne peux pas manquer de vous taquiner. Je tourne la tête à l'instant et je vois qu'est-ce que vous avez, un petit carnet, un bloc-notes Eneo. On parlait justement des Néo à l'instant et on faisait le reproche à certains médias de ne pas s'intéresser à l'actualité autour des interruptions dans la distribution de l'énergie électrique. Est-ce que c'est à cause de ces petits gadgets que Eneo fournit de temps en temps aux journalistes que les hommes et les femmes de médias choisissent de... Bon, moi, d'abord, je suis de la vieille école. Je n'utilise pas beaucoup les smartphones. Oui. Bon, je préfère prendre des notes, des blocs-notes comme ça. Comme je suis journaliste, j'en ai beaucoup. J'en distribue aussi. Et voilà, il se trouve que celui-là, j'ai beaucoup de notes dessus. Je griffonne dessus. Et puis, c'est un pur hasard. Maintenant, pour les coupures d'électricité ou bien d'énergie, je crois que les médias font largement ce qu'il faut. Que ce soit vous ou bien moi dans les colonnes du quotidien, nous en parlons presque quotidiennement. Mais voilà, il y a un mouvement citoyen qui doit accompagner tout ça. Et puis, si on veut changer les choses, il faut instaurer un rapport de force pour que Eneo puisse peut-être améliorer. Et puis, sur la question Eneo, il faut bien dire, chaque fois qu'on évoque le manque d'électricité, on fait une focalisation sur Eneo, c'est faux. L'électricité, c'est une chaîne. La production, le transport et la distribution. Et dans la nouvelle nomenclature, Eneo n'intervient que dans la distribution et une partie de la production. Alors, il faut regarder déjà qu'est-ce qu'il en est du transport. Une petite confidence, Natigal, dont on a annoncé les 63 premiers mégawatts. Déjà, ces 63 mégawatts ne sont pas effectifs. C'était un test, ce qu'on a vu à la télé en Mondovision, je peux vous le dire, c'était un test qui s'est avéré défaillant à certains points. Ils ont dû reprendre. J'espère que maintenant, ça a été effectivement injecté dans le réseau. Et puis la deuxième chose, c'est que même si Natigal venait à fonctionner en full capacity, comme disent les Anglais, mais il n'y a pas de moyen pour transporter l'électricité qui sera produite à Natigal. On a construit un barrage sans penser à comment est-ce qu'on sort... La charrue avant les bœufs, comme d'habitude. Voilà. On le dit de manière quasi quotidienne, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Merci en tout cas François Yondikam d'être avec nous ce dimanche. À côté de vous, nous recevons Charles Dikam, militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bonjour Monsieur Dikam, merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé, Léa. Merci pour cette invitation. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Bon dimanche et bon appétit à ceux qui sont à table et bonjour à mes copanélistes. Alors lorsqu'on échangeait sur WhatsApp, je vous taquinais également en vous disant que ça doit faire 15 ans que je ne vous ai pas reçu sur ce plateau, 15 ou 25 ans par là. Est-ce que vous êtes fâché avec les débats du dimanche qui, selon certains Camerounais, ne contribuent pas à changer grand-chose? Non, pas du tout. C'est la volonté du Seigneur qui fait qu'hélas, pas mal de gens autour de moi tirent leur révérence. Et originaire de l'Ouest que je suis souvent parti le vendredi.
Edouard ne me démentira pas, on a perdu beaucoup de gens, beaucoup de soldats sont tombés, donc effectivement, chaque fois que vous me contactez, je vous dis que je suis à l'ouest. Donc on a un peu de répit, mais j'espère qu'il sera long. Justement, de façon subtile, j'évoquais cette question, les débats du dimanche, les débats à la télé, les débats politiques. Est-ce que ça contribue à changer quelque chose dans la façon dont l'État finalement gère le pays, on va le dire ainsi. J'ai pas voulu dire des choses de Je ne suis pas sûr que ce soit particulièrement les débats du dimanche, les débats tout court. Tout court, oui. Ils suivent également un certain nombre d'émissions dans la semaine. Je pense que plus un problème est martelé, je pense que quelqu'un y faisait allusion tout à l'heure, il faut, comment dirais-je, le problème est pris à bras le corps par la majorité d'entre nous et qu'il fait l'objet de récurrence dans les médias, je pense qu'à un moment donné, même le sourd volontaire finit par entendre. Et donc il y a pas mal de problèmes qui ont été résolus comme ça, ou sur lesquels on s'est penché, parce que justement, ils faisaient la une des médias et trop longtemps. Donc oui, c'est utile. Maintenant, est-ce que tous ces débats, sous la forme sous laquelle ils se tiennent, sont utiles ? Je ne sais pas. Je pense qu'il serait peut-être temps aussi qu'on innove de ce côté-là. Ça commence à être un peu ronflant. Là, on va entrer en période électorale. Il y aura certainement de l'engouement, mais je pense qu'il faut que vous, comme vos collègues, vous revisitiez un peu, qu'il y ait quelque chose de nouveau. Parce que, en fin de compte, tout dépend de la qualité ou du choix qu'on fait des différents intervenants, mais on s'amuse à zapper chaque dimanche et c'est un peu la même chose mais dans une maison différente. Donc il faut que quelqu'un se démarque. Par quoi, je ne sais pas. Certainement aussi que les politiques doivent se réinventer. Il faudrait peut-être qu'on se mette à parler de choses importantes, notamment de programmes, à l'aune de ce qui nous attend, notamment de programmes, qu'on cesse les débats de personnes. Et voilà, peut-être que quand on va rentrer dans ces détails-là, qui ne sont pas que des détails, c'est même le plus important. C'est vrai que la présidentielle, c'est le choix d'un homme, mais cet homme-là aussi, il faut qu'il soit choisi parce qu'il a un programme, qu'il propose quelque chose. Hein. Même si dans la configuration actuelle du Cameroun, je pense que l'immense majorité des Camerounais voteraient le diable plutôt que de voir les gens là reprendre. Mais il vaut mieux quand même un diable qui nous propose mieux. Merci en tout cas. Oui, rapidement. Permettez mon impertinence. Oui. Je voudrais placer un mot parce que j'ai eu à commettre une tribune justement dans le quotidien Le Jour sur cette question-là, oui. Les débats du dimanche. Moi, je crois on peut regarder ça de deux manières. Au niveau de la construction de la citoyenneté, oui. On a un pays qui est encore très peu politisé à mon avis. Ces débats permettent quand même de mobiliser les gens autour de certains thèmes, de construire une certaine citoyenneté au Cameroun. Maintenant, sur la qualité du débat, il le disait tout à l'heure, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire au niveau d'abord de ceux qui présentent des débats. Moi, je crois que ça ronronne un peu et puis c'est trop fermé. On voit les mêmes gens venir dire pratiquement les mêmes choses. Il faut aérer tout ça, il faut aller chercher d'autres personnes, d'autres expertises. Et puis à mon sens, c'est trop clivé. Il y a trop de clivage. On a beaucoup de débats où des gens s'opposent et ont des postures, qu'elles soient partisanes, qu'elles soient politiques, qu'elles soient... Du coup, il manque souvent une expertise pour éclairer, pour voguer dans une zone grise qui peut pouvoir apporter des éléments beaucoup plus objectifs et factuels et éclairer la lanterne. Les clivages politiques, c'est bien, mais à un moment, il faut aussi l'expertise de la science. Merci en tout cas d'être avec nous. Face à vous, Edouard Fauchivé, économiste, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour Monsieur Fauchivé, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Léla, bonjour à vos millions de téléspectateurs, aux co-panélistes aussi. Je voudrais comme ça, parce que le samedi c'est le 8, nous serons en train de jouer contre le Cap-Vert. Le Cap-Vert, mais j'ai une pensée profonde pour quelqu'un. Oman Biyik, un certain 8 juin, qui a placé le Cameroun au firmament de l'histoire du football. Je voudrais lui dire encore une fois de plus, merci pour ce qu'il avait fait pour l'Afrique et pour le Cameroun. Oman Biyik, qu'on a vu autour de l'actualité MINSEP, Fédération camerounaise. Il s'agit bien de lui, mais beaucoup plus ce 8 juin 90, où nous avons battu l'Argentine à cause d'une seule personne, Oman Biyik. Et je crois qu'il faut reconnaître des valeurs, et c'est ce que nous avions fait entrer dans l'histoire du football.
nous continuons aujourd'hui, même s'il y a des dysfonctionnements. Omambi nous a placé au firmament du football africain et nous y sommes toujours. Merci d'être avec nous. Quoique, j'aimerais qu'on revienne avec vous sur cette lettre du ministre de l'administration territoriale au directeur général d'Elections Cameroun. C'était il y a plusieurs jours déjà. D'ailleurs, dimanche dernier, on en parlait sur ce plateau. Et je veux juste avoir une confirmation. Visiblement, sur un autre plateau, vous n'étiez pas d'accord avec la démarche du MINAD qui a écrit justement au directeur général d'Elections Cameroun pour lui dire de reconnaître Robert Kona comme le président fondateur du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, ce alors que la question de la présidence de cette formation politique était en justice. Non, vous savez, comme tout à l'heure disait l'espère, ce n'est pas parce que nous appartenons, nous sommes dans le même cercle politique qu'on devra tout accepter. Et c'est ça qui fait le vrai débat. Vous savez, le ministre agit comme ministre de la République. Il n'agit pas comme militant du RDPC. J'étais gêné de voir que le ministre a donné le nom d'un président d'un parti, alors que le parti a, n'est-ce pas, son règlement intérieur, son statut, mais qu'on laisse en sorte que s'il y a un problème, que la justice se prononce et dise qui doit gérer le parti. Et puis ça m'a gêné parce que nous sommes à l'aube d'un rendez-vous historique que la présidentielle. Il ne faut pas penser que le RDPC aujourd'hui est devenu un parti qui tend la main de gauche à droite parce qu'il veut vivre. Non, le RDPC est un parti fort, structuré, et nous voulons garder cet esprit. Voilà, de leader. Sauf que ce n'est pas l'impression que le RDPC donne en mettant parfois les bâtons dans les roues. Mais là-bas, c'est la politique. Oui. Là-bas, c'est la politique. Encore que j'ai dit le RDPC, je voulais parler de l'administration en général, même si le ministre de l'administration territoriale a tenu à rappeler que les meetings du RDPC étaient aussi quelquefois interdits. Mais nous a, de temps en temps, je crois que c'était 26, elle nous a empêché de pouvoir nous réunir. Mais là, c'est l'administrateur qui le fait, c'est pas le militant. Et c'est pour ça que je dis, alors s'il a fait pour le RDPC, comment peut-il, n'est-ce pas, au vu de ce que son ministère est, choisi qui doit diriger le PCN. Non, je crois qu'il faut laisser à chaque parti son organisation, n'est-ce pas? Et s'ils ne sont pas d'accord, ils vont saisir maintenant l'administration que le juge pour pouvoir se prononcer. Ce n'est pas au ministère de l'Intérieur de s'immiscer dans la gestion des partis politiques. Voilà. Merci en tout cas d'être avec nous ce dimanche. Edouard Fauchivet, à côté de vous, Georges Bimbé, il est journaliste. Bonjour Georges, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Léla, bonjour à tous les téléspectateurs de cet hebdo. Merci surtout à vous de m'avoir invité. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Alors, hier, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, on en parlait également au début d'émission, organisé, tendance Robert Kona, a organisé un congrès extraordinaire. Et parmi les résolutions, on a noté que Robert Kona soutient la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle de 2025. Qu'est-ce que vous pensez de ces partis politiques dits de l'opposition qui pourtant soutiennent le régime en place ? Je pense que c'est une publicité, une très mauvaise publicité qu'on sert aux yeux du monde. Je comprends, M. Fauchivet tout à l'heure a dit que dans le jeu politique, tous les coups sont permis. Mais ce qui se passe au PCRN, de mon point de vue, on est peut-être au-delà du jeu politique. Je pense qu'on est vraiment dans quelque chose de très laid et de très cynique. Et je ne sais pas si ça sert les intérêts du PCRN ou même les intérêts je ne sais pas si je vais dire au parti au pouvoir ou du ministre de l'administration territoriale. Il y a un peu de confusion dans mon esprit, mais ce n'est pas de ma faute d'ailleurs. Je pense qu'il y a des actes qui ont été posés pour qu'il y ait de confusion dans les esprits des Camerounais, mais d'une manière générale, je trouve que tout ça est, à partir du moment où il y a une décision de justice, je pense, qui est attendue, on peut, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, essayer de mettre un peu le frein et attendre que les choses se passent d'une certaine façon. Ce passage en force, avec cette image qu'on veut renvoyer aux Camerounais, je ne sais pas si ça va servir
Parce que là, tout le monde l'a dit ici autour de la table, nous sommes à l'aube d'une élection. Je ne sais pas si tout ça, fait de cette façon, fait de manière aussi grossière, pourrait aider le parti au pouvoir ou le PCN. Mais je trouve que c'est une très mauvaise chose et que c'est très mal fait. Alors, peut-être un mot avec Edouard Fauchivet sur ces partis de l'opposition qui soutiennent finalement la candidature de Paul Biya. Ces soutiens sont-ils désintéressés, à votre avis ? Parce que là, finalement, on a Robert Konak qui rentre également dans le jeu, on va le dire, j'ai envie de dire, de la majorité présidentielle finalement. Oui, mais la majorité présidentielle existe depuis. Nous pensions que... Ces soutiens, ils sont intéressés ou désintéressés selon vous ? Bon, je ne peux pas dire intéressés ou bien... Non, je ne peux pas. On a eu le G20 en 2018 avec les retombées pour quelques personnes. Voilà. Et je pense que Konak, pour lui, pense que le RDPC est ce parti qui peut encore apporter, n'est-ce pas, disons un souffle nouveau pour le Cameroun. Et puis... Je veux dire, comme ça, il a quand même été militant de l'UNC, de l'URDPC par le passé, il est parti... Tous les responsables politiques du Cameroun sont passés par le parti au pouvoir. Il n'y a aucun qui n'est pas passé par le parti au pouvoir. Ne prenez pas ça comme ça. Je pense que... Tous les responsables sont passés par le parti au pouvoir. Oui, si vous citez Bello Bouba était au parti au pouvoir, les Ndamjoya, tous, ils étaient. Donc, mais ce n'est pas de ça que nous voulons parler. Disons que le parti s'est réuni en congrès et pense que le soutien au candidat du RDPC est un viatique. Et voilà tout ce qu'on peut dire. Donc, il pense que le RDPC peut encore apporter quelque chose dans la gestion du pays. Voilà tout ce que je peux dire. D'accord. Alors, on reste avec vous pour parler de la fin de la crise entre le MINSEP et la FECAFOOT, crise née de la nomination du staff d'encadrement des Lions Indomptables par le ministère des Sports le 2 avril. Est-ce que vous attendiez à cette fin, celle qu'on a connue jeudi, le 31 mai ? Bien entendu qu'il fallait qu'il y ait eu la fin à ce genre de ce que j'ai appelé le désordre. Et c'est venu tardivement parce que quand vous suivez à l'international des radios comme RFI, les télévisions, France 24, parler du problème du football camerounais, ça ne nous honore pas. Et je crois qu'il était temps de siffler la fin. Pour dire simple... En fait, quand je dis est-ce que vous vous attendiez à cette fin, je parle notamment de la liste qui a été publiée au soir du 31 mai, qui était déjà la liste proposée, le staff hybride proposé par la Fédération camerounaise de football. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas connaissance d'une liste sortie du ministère. Jusqu'à aujourd'hui. Je préfère rester sur la liste qui avait été communiquée par les services de l'État, à savoir Max Brice et Léo Mambi. Vraiment, je le dis, mais je ne prends pas position si... Sauf que le nom de Mambi n'a pas été retrouvé Je dis bien, on a je dis bien, si nous restons sur le décret présidentiel, c'est que si effectivement c'est la liste de la FECAFOOT qui a été retenue, ça veut dire que le ministre se doit de communiquer. Parce que à l'intérieur, nous avons les agents de l'État qui sont dans cette liste et qui ont été affectés. Il faut faire très attention. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas donner raison ni à gauche ni à droite. D'ailleurs, nous, dans le cadre du RDPC, nous disons il fallait siffler la fin parce que pour nous, comme notre parti est un parti qui prône la paix, qui prône les vertus de paix, de dialogue, nous pensions que ce dialogue devait normalement être mis sur la table depuis pour arriver à un résultat, enfin plutôt d'élever le Cameroun. Très bien, Charles Dicam, sur la même question. Est-ce que vous attendiez à cette fin-là ? Bon, déjà, je regrette que le RDPC nous a encore pris en otage, parce que c'est 2 de ses enfants qui se battent. C'est un combat familial. Donc, mais seulement ils ont pris le football qui nous appartient à tous en otage. Je vais abonder exactement dans le sens d'Edouard. J'attends demain, lundi, quand je verrai ces jeunes gens sur la pelouse, de voir qui va les entraîner. Pour 2 raisons.
nous avons soit affaire à un État qui se respecte, soit alors nous avons affaire à des voyous. Comment est-ce que nous avons pris connaissance de la première liste? Par un document qui sortait de la présidence de la République. Alors, à moins que ce document ne soit rapporté à date, ça n'est pas la FECAFOOT qui publie, c'est le ministre qui publie. Donc, tant que aucun communiqué de ce côté-là ou une note rapportant cette première n'est sorti, je reste sur cette première-là. Autre chose, dans la liste en question qu'on a voulu nous vendre comme étant la liste officielle et qui est encore de la manipulation, vous verrez bien que même parmi les médias d'État, il y en a un qui s'est avancé et un autre qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas bougé le petit doigt. Je parle donc de Cameroun Tribune qui s'est avancé, la CRTV qui pourtant nous faisait grand écho des conférences de presse, etc., qui n'en a pas pipé mot. Donc prudence jusque demain. De deux, je voudrais dire qu'il y a des préalables. Ça fait montre d'amateurisme et ça correspond à une fougue qui est trop souvent démesurée. Quand vous allez avoir besoin d'un agent public, il y a des préalables. Vous ne publiez pas son nom quand vous n'avez pas encore obtenu l'autorisation de l'utiliser. Et les agents publics en question, celui qui doit les libérer, et que communément dans les réseaux sociaux on appelle le moustachu, il ne les a pas encore libérés. Voilà, donc c'est une liste qui n'est pas du tout complète. Elle n'est pas du tout complète. Au-delà du fait qu'une fois qu'elle le sera, il faudra encore qu'il y ait confirmation du gouvernement de la République. Voilà, donc les gens s'enflamment, mais je pense qu'il ne faut pas avoir fait une fac de droit pour savoir que quand un document administratif du type de celui qui nous a fait connaître la première liste est sorti, il doit être rapporté pour qu'il soit contredit. Et sinon, c'est le seul qui reste en vigueur. François Yondikam, tant que le ministère ne publie pas la liste qu'on a vue le 31 mai, elle ne vaut pas grand-chose. Oui, mais nous sommes dans quel pays à la fin? Moi, je suis... Franchement, pour ceux qui ont d'autres expériences, pour ceux qui ont vécu autre chose, c'est très difficile de décrypter ce qui se passe au Cameroun. Peut-être, moi, ce que je peux essayer de dire, c'est que c'est une manifestation flagrante de la fragmentation des pôles de décision, des pôles de pouvoir au Cameroun, comme j'ai l'habitude de le dire. Et la dernière fois où j'étais ici, je vous disais bien, moi j'ai vu des gens vendre l'affaire comme Eto'o contre l'État, bien Eto'o défier le gouvernement. Ça n'a jamais été ça. Je vous ai toujours dit que si Eto'o posait ces actes-là, c'est parce qu'il avait quelque part un soutien au sein même de l'appareil dirigeant du pays. Et à un moment, on voit bien que jusqu'au bout, il continue sur cette logique. Mais ça pose un problème de normes républicaines. Ça pose un problème de hiérarchie même. Moi, la liste, je ne veux même pas rentrer là-dedans parce que j'avais dit ici que ce que le ministre des Sports avait fait était totalement non justifié parce qu'il n'a pas aucun pouvoir de nommer les membres de l'administration des Lions Indomptables. Je l'avais dit et j'évacue ça. Mais on ne peut pas, si c'est ça la fin, c'est une fin en autre boudin. On ne peut pas s'en tenir à ça. Il faut qu'il y ait une clarification définitive. Il faut qu'il y ait soit une note ministérielle qui adoube, qui reconnaît le staff produit par Samuel Eto'o, ou alors une nouvelle note du secrétaire général de la présidence de la République qui dit, compte tenu des instructions du chef de l'État, comme Samuel Eto'o nous l'a dit dans une des correspondances, voici désormais le staff. Sinon, il y aura un problème de légitimité. Sinon, on risque de se retrouver demain avec deux staffs. Je suis très embêté. En plus, vous avez évoqué là de hautes instructions. Moi, les hautes instructions à température variable, c'est-à-dire que les hautes instructions, quand elles nous sont favorables, sont de bonnes hautes instructions. Mais quand elles ne nous sont pas favorables, elles ne sont pas de bonnes hautes instructions. Je voudrais comprendre pourquoi est-ce que aujourd'hui j'entends parler du cabinet civil. Je ne sais pas ce qui vaut dans l'organigramme de l'État. J'entends parler du secrétariat général. Alors quand ça vient du secrétariat général, ce ne sont pas les bonnes instructions. Quand ça sort du cabinet civil, on dit que comme c'est lui qui est toujours avec le patron, c'est là que c'est original. C'est très compliqué. Et j'abonde dans votre sens. Il faut qu'une note officielle du gouvernement de la République vienne et clarifier cette situation. Et je dis, au-delà,
Nous sommes à moins 24 heures. Hein. Demain, les enfants vont être rassemblés, ils vont commencer les entraînements. On verra bien qui sera sur le terrain. Mais je voulais juste faire une parenthèse. Au niveau de la hiérarchie fonctionnelle de l'administration, ce n'est pas possible que le président de la FECAFOOT puisse dire que les hautes institutions, et il écrit au ministre. Vous savez, c'est le ministre qui lui traduit. Vous savez, si nous restons aujourd'hui dans le droit administratif, il y a eu trop de misère. Oui, oui. Je reconnais la symbolique de la notoriété du grand footballeur que le président de la FECAFOOT. Mais la symbolique managériale et administrative, il faut s'interroger. Vous savez, je ne me plains pas à son niveau. Je vois son secrétaire général qui est un homme de droit. Et je pense que celui-là, le jour où le président de la FECAFOOT se rendra compte que en réalité le diable était dans sa maison, je suis sûr que les couteaux vont sortir. Parce qu'un avocat ne peut pas se permettre d'écrire au ministre que sur haute institution, les institutions présidentielles, un canal de fonctionnement. Et donc, ce n'est pas au président de la FECAFOOT de rappeler au ministre les hautes institutions. Les hautes institutions du ministre viennent du Premier ministre, du secrétaire général de la primature. Donc, ça veut dire que si ça part de la présidence, ça tombe chez le Premier ministre à travers son secrétaire général qui communique au gouvernement. Mais soyons quand même sérieux. Il a commencé par dire, il pense que le Cameroun est devenu... Mais les gestions de la FECAFOOT veulent transformer le Cameroun en Isakam. Il faut faire très attention. Parce que demain, ça risque... nous risquons de payer ce qui est en train de se passer. Alors, François Yondi Kam avait la parole avant Georges. Oui, bon, j'espère que je vais retrouver le fil de mes idées. En fait, moi, je crois qu'il faut même... Voilà, j'entends des gens, très souvent, on a fait un débat ici, et j'ai vu, je crois que c'était un militant du MNC, dit qu'on faisait de la distraction en parlant beaucoup de football. C'est faux. Et je l'ai dit avec insistance, j'ai essayé de le démontrer. Ce que l'on voit là, ce n'est pas du football. C'est politique, c'est éminemment politique. On est en train de voir un État, je vais dire, couler sous nos yeux. On ne sait pas d'où vient la décision. Alors, soit on y participe, soit on cherche à sauver. Oui, bon, ça c'est autre chose. Ça c'est les postures politiques, monsieur Dika. Moi, je ne rentre pas là-dedans, j'essaie d'analyser. Je veux dire ceci, un pays ne se gouverne pas sur haute instruction. Voilà, on a un chef qui a l'initiative de la parole et de la décision, qui fixe le cap, qui veille à ce que... Mais des autres instructions permanentes, c'est un gouvernement par procuration. Le Cameroun est gouverné par procuration et c'est très dangereux. C'est ce qui crée cette confusion totale. On ne sait pas d'où vient la décision. S'il y avait une direction ferme, si le président de la République prenait régulièrement la parole pour fixer le cap, pour ramener les troupes, mais on ne verrait pas un président de la FECAFOOT écrire à un ministre sous haute instruction ou bien après consultation du président. C'est le monde à l'envers. Qu'il ait raison ou pas, la procédure est totalement biaisée. Très bien. Georges, est-ce qu'il se pose un problème de légitimité avec la liste publiée par la Fédération camerounaise de football le 31 mai, qui, je le rappelle, était déjà ce que proposait la Fédé le 8 mai? Alors, j'ai entendu beaucoup de choses et je suis, tout en allant répondre à votre question, je suis quand même un peu embêté par 2 ou 3 éléments. Je vais revenir dessus. L'habitude ne fait pas la norme en droit. L'habitude ne fait pas la norme. Pour qu'on aille dans le sens de M. Yondi Kam, il faut qu'il y ait, à côté du politique, il faut qu'il y ait la justice pour pouvoir réglementer un certain nombre de choses. Tout à l'heure, M. Fouchija a dit c'est quand même gros d'entendre un président de la FECAFOOT s'adresser de cette façon au ministère de l'Éducation. Qui répercute les hautes institutions. Sauf qu'il a oublié un principe à la base. C'est que quand une instruction part dans le canal qu'il a évoqué de la présidence, elle ne tombe pas chez le ministre des Sports. Elle va au niveau du Premier ministère. Et c'est lui, non. Souvenez-vous de la nomination du staff du MINSEP. Regardez le schéma.
c'est secrétariat général, ministère des Sports. C'est vous qui le dites. Mais je m'en tiens à ce qu'on a lu. Non, je m'en tiens à ce que je m'en tiens. Suivez-moi alors maintenant. Monsieur Fauchivet, nous, le journaliste, c'est les faits. Oui. Je m'en tiens. Ce que vous voulez dire, il va falloir démontrer. Moi, je parle de ce que tout le monde a vu. Le journaliste, c'est les faits. Après, si vous voulez, on va commenter comme vous souhaitez, mais on reste sur les faits. Oui. Je dis que sur ce principe, on a vu que s'il faut s'arrêter au canal que vous évoquez, il y a un premier problème. Deuxième chose, c'est qu'effectivement, il faut faire le distinguo entre les autres instructions et les 13 autres instructions, si on s'en tient à votre langage. Parce qu'effectivement, de ce que moi j'ai appris modestement, et probablement ce que je connais moi, c'est que les autres instructions, c'est le Premier ministère. Et les très hautes instructions, c'est la présidence de la République. Et là encore, dans ce sens, je pense qu'il y a eu un problème dès le départ. Et il y a quelque chose que François a dit, et je peux comprendre qu'il n'ait pas voulu tellement insister dessus. Aujourd'hui, on se dit, mais pourquoi est-ce que la fédération nomme un staff? Et oh non, mais il faudra attendre que le ministère fasse une action pour que ce soit adoubé. Mais, M. Dicam, il y a eu un principe de base, d'un point de vue juridique, ou un processus qui n'a pas été respecté, qui a été vissé. M. Yondikam, qui est dans le sport dans le football depuis de nombreuses années, sait que ce soit par rapport au décret, et même que ce soit par rapport à la convention, dont tout le monde essaye d'interpréter de sa façon, la Fédération camerounaise de football avait toute la légitimité pour nommer le staff. Et il y a eu un passage en force du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Et à partir de ce moment, on a basculé dans quelque chose d'extrêmement compliqué. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Le passage en force, vous auriez dû l'évoquer le 10 février au soir. Parce que c'est trop facile de prendre le ministère des Sports. C'est le 10 février au soir qu'il aurait fallu l'évoquer. Donc nommer M. Biya. Parce que j'ai l'impression que tout le monde cherche c'est-à-dire, vous allez chercher le diable ailleurs si c'est un diable. Ce que fait le ministre des Sports aujourd'hui a été indiqué le 10 février au soir. Clairement. Je peux reprendre. Clairement. Donc si quelqu'un a violé quoi que ce soit, c'est le chef de l'État. Or, si nous en tenons à la FIFA a rappelé à la fédération, mes chers amis, nous aurions pu vous venir en aide. Mais vous avez aliéné vos propres droits en allant signer une convention. Je peux reprendre. En allant signer une convention. Mais même, je pense que même rentrer dans ça, je ne sais pas si ici, je suis certainement pas le plus outillé en matière de droit, etc. Mais du point de vue pratique, tout simplement. D'ailleurs, il suffit de regarder en bas du courrier. Un courrier ne peut pas partir de la présidence de la République atterrir directement chez le ministre. C'est passé par le Premier ministère. Très bien. Voilà. Allez. Mais c'est le ministre en charge qui est venu en parler parce que c'est lui qui a été désigné pour piloter ce dossier. Georges Bimbe avait la parole. Allez-y, Georges. Alors, c'est dommage parce que je suis obligé de lui répondre avant de terminer. Oui, allez-y. Monsieur Dicam, le discours du président de la République n'est pas un acte juridique. Le seul acte juridique que le chef d'État a posé depuis, c'est le décret. C'est pour ça que ceux qui supportent la Fédération camerounaise de football, ils vous ont dit depuis le départ que d'un point de vue juridique, si le chef de l'État a une indication contraire à sa ligne directive sur cette question, on a évoqué le truc de laisser qu'il revienne. Si c'est aujourd'hui qu'on voulait faire respecter le droit au Cameroun, vraiment, je ne sais pas. On est au Cameroun. Charles, permettez à Georges de poursuivre. C'est que quand ça vous arrange, on est au Cameroun. Quand ça vous arrange pas, on est dans du Non, rien ne m'arrange. Tout ça ne m'arrange pas. Tout ça ne m'arrange pas. Permettez qu'il poursuive. Et ça moi de comprendre quelque chose dans ce que vous considérez comme un boira. Sinon, on n'a pas qu'à venir à cette émission. Allez-y, Georges, allez-y. Juridiquement, le seul acte du président de la République sur la question, c'est le décret. C'est d'ailleurs pourquoi il a été rappelé qu'à partir du moment où le chef de l'État n'est plus d'accord avec l'esprit du décret qu'il avait signé, vous le savez bien que moi, ça ne lui prend pas plus d'une journée de signer un autre décret qui va dans le sens contraire. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous évoquez le discours qui n'est pas un acte juridique. Dans le discours, on l'a tous entendu, il n'a jamais été demandé au ministre des Sports et de l'Éducation physique de nommer un staff technique. Si vous avez la preuve du contraire, vous me montrez la vidéo où le chef d'État a dit, désormais, c'est le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui nomme le staff technique.
La fédération camerounaise... Mais il ne pas de reprendre les choses à main, le gouvernement qui reprend les choses à main. Il donne des instructions, il donne... Mais le problème... Non, quelles sont-elles d'après lui? C'est ce que je veux savoir. Lui qui lit dans le marc du café. Messieurs, Georges a non, je ne lis pas dans le marc du café, je reste, moi, peut-être curieusement, c'est peut-être là ma naïveté, je préfère rester sur les faits, justement. Les faits, c'est qu'on a la vidéo, on a le discours, et je le redis, dans ce discours, le chef de l'État dit que des instructions seront données au ministère des Sports. Il n'a jamais dit qu'il est question de demander au ministre des Sports et de l'Éducation physique de nommer un staff. Il a donc dit quoi? Il a donc dit quoi de ce moment. Mais je peux vous poser une question. Donc aucun d'entre nous ne sait en réalité ce qu'il a dit. Mais à partir donc de ce moment, oui, personne n'a raison. À partir de ce moment, on en revient à la même chose. Il faut que quelqu'un vienne siffler la fin de la récréation. C'est ça. Ce que vous savez tout à l'heure lorsque vous avez parlé, j'ai eu quand même l'élégance de vous écouter. Sinon, on n'ira pas jusqu'au bout finalement. Allez-y, Georges. J'essaye d'avancer. Aujourd'hui, on est face à une situation qui a été créée par le fait que, dès le départ, il y a eu un peu de vice dans ce qui devait normalement se faire. Un peu de vice de la part de qui? Je l'ai dit. De la part le ministre des Sports, si vous voulez, on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus complexe. La Fédération camerounaise de football reçoit une délégation de service de mission publique par l'État, qui lui confère la gestion du football. En ayant comme tutelle un ministre des Sports qui s'assure que tout se passe bien, c'est-à-dire l'État régule. L'État, et là, ce n'est pas que dans le cadre du football. Dans la réglementation, l'État n'a pas vocation à être un acteur. Il a vocation à être un régulateur. Lorsque l'État devient un acteur, nous tous on le sait, c'est la faillite totale. Quel est le contenu de la convention? Ça devient compliqué. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, pour le moment, la fédération, que ce soit sur la base du décret, que ce soit sur la base de la réglementation, la fédération a tout à fait la légitimité de nommer son staff. Excusez-moi ma curiosité, la convention c'est quoi? Finalement, non, je m'abreuve à votre science. Vous êtes sportif, vous êtes journaliste sportif, il me semble. Je suis qu'un modeste journaliste. Et la convention c'est quoi? J'essaie d'être teigneux sur les faits. La convention. Oui, voilà. La convention, en réalité, d'un point de vue juridique, c'était une modalité d'application d'un décret. Et dans un autre plateau, j'avais rappelé aux gens, la convention qui est une modalité d'application du décret ne peut pas, dans l'esprit, être en désaccord avec le décret. Parce que si le décret dit que c'est la FECAFOOT qui doit nommer, la convention qui est une modalité d'application, nous tous, on peut faire toutes les interprétations qu'on veut. Est-ce que vous l'avez lu? La convention, bien sûr que je l'ai lu. La convention... Nous nous souvenons par qui elle a été faite, non? De regretter mémoire. Oui, le ministre Joseph Aouna. Allez-y. Après, je ne suis pas obligé de vous satisfaire. Je ne suis pas venu ici pour... non, moi je m'abreuve. Joli avec les gens. Non, je suis pas venu. Moi je m'abreuve au contraire. C'est ce que je dis. Non, vous n'avez pas besoin de vous abreuver. Si, vous me posez simplement des questions, je réponds. Le contenu de la convention, c'est ça. Jusqu'à présent, je n'ai pas entendu. Cette convention était une modalité d'application d'un décret. Qui disait quoi? Donc, l'esprit du décret ne peut pas être en adéquation avec une convention de parties supposée simplement appliquer le décret. Or, si on s'en tient à ce qu'a fait le ministre, ce qui peut être interprété, c'est que d'un côté, vous avez un décret, et je pense que c'est ça que justement, quand tout à l'heure vous avez dit qu'on a pris en otage les Camerounais, c'est que le sentiment qu'on a projeté, c'est que d'un côté, vous avez un décret, et puis d'un autre côté, vous avez une convention. Donc, et les gens ont commencé donc à mettre les deux, et à les opposer, et à essayer de comprendre en termes d'équivalence ce qui prévaut. Or, c'était pas, juridiquement, c'est pas ça. Juridiquement, la convention ne venait qu'expliquer comment le décret aurait dû être appliqué. Tout simplement. Et donc la convention en termes d'esprit... Mais pourquoi personne n'arrive à nous dire quel est le contenu de cette convention? Dire, mais en réalité, non, ça le vous contenu. Pas. Ce que je dis, j'ai pas entendu le contenu. Pas. Mais je ne veux pas passer le temps à vous répondre. Permettez au moins ce que j'avance. Donc vous avez parlé du contenu là. Le problème, c'est que depuis, j'essaie de vous répondre. Permettez que j'avance un tout petit peu. Donc, j'essaie de vous répondre modestement avec toute la naïveté qui peut en découler. Donc, à partir de ce moment, et c'est ça qui a jeté le fameux doute, l'opposition qu'on a eue, c'est que les gens ont commencé à opposer un décret du chef de l'État à une convention, en disant la convention permet au ministre de nommer, et que finalement c'est supérieur au décret qui disait que c'est la fédération qui s'occupe de ces affaires-là. Mais tous les juristes qui ont travaillé sur la question savent que la convention ne venait
qu'un appui au décret pour dire comment ça doit se passer. Malheureusement, tous les juristes ne le disent pas. Il y a des juristes qui disent une chose et des juristes qui disent autre chose. Permettez qu'il termine pour qu'on lui retire la parole. Permettez qu'il termine pour qu'on lui retire la parole. Allez-y. Ce que je veux dire, c'est que moi, je ne suis pas venu dans l'esprit d'être... non, je termine pas ça, t'inquiète pas. Je ne suis pas venu dans l'esprit de déterminer, parce que je trouve même que c'est ça qui est dangereux, qui des deux a eu raison. Je pense que ce qu'il faut dire, c'est que pour un État comme le Cameroun, il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave. Cette image qu'on a projetée à l'international est extrêmement grave. Ce que moi, je regrette, c'est qu'il y avait tout pour qu'on n'en arrive pas à cette situation. Les gens ont voulu régler des problèmes individuels et chacun s'est arc-bouté sur un certain nombre de choses en partant justement du principe de M. Dicam qu'on est dans un pays où il n'y a plus rien qui est réglementé. Non. On est dans un pays où, ne serait-ce que sur les papiers encore, il y a un certain nombre de choses déréglementées. Et j'entends dire, il faut que on légitimise, l'État légitimise ce qui s'est passé dernièrement à l'Africa Foot. Déjà, je voudrais rapporter en quelques secondes quelque chose. Il n'y a pas que Cameroun Tribune. Peut-être vous ne l'avez pas remarqué, mais la scientifique s'est mise dans la danse. Il n'y a qu'à voir l'éditorial de son responsable qui est en charge des questions liées à la présidence, qui a expliqué exactement, comme Cameroun Tribune, Yves Mamedio, que le président de la République a sifflé la fin de la récréation. Donc, je peux comprendre. Mais oui, je suis désolé si vous n'avez pas... Il a sifflé la fin de la récréation. En faisant quoi? C'est pas moi de venir vous dire ici. Je pense oui, terminez Georges. Terminez Georges. Rien n'est clair. Moi, oui, bien sûr, ça vous arrange que rien ne soit clair. Moi, ce que je vais dire, c'est d'ailleurs, c'était la une de Cameroun Tribune également vendredi. Terminé. Ce que je vais dire, c'est que l'État, c'est pas seulement ces personnes. L'État, c'est vous, c'est M. Yondinkam, c'est moi aussi. Parce que je pense que ça, on l'oublie beaucoup. Et aujourd'hui, personne n'a intérêt à vouloir donner le sentiment. Si moi, je me considère comme un membre de cet État-là, je n'ai aucun intérêt à donner le sentiment, notamment à l'extérieur, qu'il y a une victoire d'une fédération sur cette question-là. Ils ne peuvent pas avoir. Non. Et je pense que la manière dont les choses sont donc faites, subtilement, prouve qu'il y a une résolution subtile du politique qui parfois sait faire les choses d'une certaine façon. Au moment où je vous parle, dans un hôtel où les Lions doivent arriver, c'est le coordonnateur nommé par le président de la Fédération camerounaise de football qui a reçu l'argent pour s'assurer qu'au niveau de la logistique... Que les choses soient bien installées. Mais ce n'est pas dit, parce que quelque part, justement, ce que je regrette, et tout à l'heure on évoluera, c'est que oui, à un moment donné, le politique, ceux qui sont dépositaires de tout ce qui incarne le pouvoir public, ils ont le droit de gérer les choses de manière subtile aussi, pour préserver un certain nombre de choses. C'est une grille de lecture. Est-ce que ça nous arrange? Peut-être pas, mais la réalité, elle est là aujourd'hui. Et de mon point de vue, et je le dis encore tout naïvement, j'ai le sentiment que c'est vers là qu'on est en train d'aller. Après, si vous voulez que tout soit si clair à vos yeux, peut-être que ça le sera d'ici peu, mais politiquement, il y a une forme de subtilité qui fait que, malheureusement, effectivement, je suis d'accord avec pratiquement tout le monde ici, il y a des choses qui n'auraient jamais dû se retrouver sur la place publique d'une certaine façon. Ça l'a été. Le chef, il a sifflé. Est-ce que c'était le bon timing ou pas, la fin des hostilités? Je pense que là, maintenant, on est dans une gestion... Merci, Georges. Merci, Georges. Allez-y, Edouard. Georges, vous savez... À vous suivre, vous êtes en train de faire comprendre que l'État avait tout faux. Je vous rappelle que... J'ai jamais dit ça. C'est votre analyse, je le dis bien, au vu de votre analyse. Vous devez comprendre que vous êtes parti du décret qui date de ces 80 combien 94. 2014. De 2014 et la convention 2015. Oui, une année après. Je vous pose la question autour de la table. Pourquoi c'est seulement en 2004, 2024 qu'on remet en doute la convention? Et je veux vous dire quelque chose. Et c'est-à-dire que ce pays, voilà, de nous, c'est 10 ans après. C'est-à-dire que la convention a été posée sur la table
en 2014, 10 ans après, et le président était à sa 3e année de président de la FECAFOOT. Et il était déjà même, il était un président qui ne disait pas son nom. C'est son poulain qui était président avant. Donc, subitement, comme par 10 ans après, la convention devient maintenant un problème. Une merde pour créer maintenant, n'est-ce pas, une faiblesse de l'État. À l'intelligence. J'ai dit non. Non. Si vous aviez attaqué la convention en 2014, ça devait se comprendre. Non, la convention arrivée en 2015. La convention arrivée en 2015 avec la convention en 2015, disons 2016, ça devait se comprendre. Le président de la FECAFOOT n'existait pas en 2015, 2016. Il y avait un président. Ce président n'a pas attaqué. Il y a eu un autre encore. Il y a eu un autre. Le président est arrivé. Favori, mis par Eto'o. Il a fait 2 ans. Il a fait presque 3 ans. Et c'est aujourd'hui qu'il attend. Moi, je vais vous dire quelque chose. Quel que soit Georges, si le pouvoir venait, de nomination venait de la FECAFOOT, il fallait l'intérimer au niveau du ministère du Sport. Ça, je vous le dis. Maintenant, si c'est une mise à disposition du ministère du Sport, il faut que la fédération puisse valider. Voilà pourquoi il y avait nécessité de se retrouver autour d'une table. Pas de fragiliser, parce qu'aujourd'hui, la problématique qui se pose aujourd'hui, c'est que la convention est venue écraser le décret présidentiel. Non, la convention est venue, comme vous-même vous l'avez dit, la convention est un acte juridique, mais pas de faible amplitude par rapport au décret. Mais sauf que c'est un acte juridique. Oui. Sinon, on insulte aussi tous les juristes de la FIFA. Si on lit la lettre de la FIFA, il dit c'est votre problème là-bas. Sur l'amplitude de la convention. Oui. Non, le décret a une forte amplitude. La convention. Là n'est pas le problème. Qui vous lit? Mais le président de la FECAFOOT l'a signé. Et comment? Maintenant, l'entité du football donne une leçon juridique à la FECAFOOT. Voilà ce que la FIFA dit. Je voudrais bien vous accompagner, mais toutefois, vous avez signé une convention en 2015. Oui, où vous avez aliéné une partie de vos droits. Qui nécessite que vous allez vous asseoir avec le ministère. Quand la FIFA dit ça, ça veut dire que le président de l'époque vous a foutu, excusez le terme, dans la merde. Mais c'est l'État qui a signé avec l'État. Sauf que c'est l'État qui a signé avec le président. Quand j'ai fini de dire tout ça, il faut forcément à l'avantage de l'État. Quel que soit aujourd'hui ce qui est arrivé, l'État ne peut pas être fragilisé par le football. Je dis bien, l'État ne peut pas être fragilisé par le football. L'État reste debout. Parce que si nous nous mettons aujourd'hui à parler du football dans la constitution politico-économique du Cameroun, mais je vais demander tout de suite que le président de la FECAFOOT s'en aille. Le football ne nous a rien donné au Cameroun. Il faut donc faire très attention. Et s'il vous plaît, et c'est ce qui est dangereux. S'il vous plaît, laissez-moi chuter. Allez-y, Edouard. Laissez-moi chuter. Si je vous donne juste un exemple, les 3 000 milliards qu'on a pu bâtir, les infrastructures de sport, aujourd'hui, ne sont pas utilisées. En valeur ajoutée, ça ne nous produit rien. Si je m'arrête seulement à ça, et que tout à l'heure, nous avons introduit notre échange de ce jour par Enio, qui a un problème de transport, je vous dis donc que les 500 milliards pouvaient faire le transport de l'énergie et nous n'aurions pas de problème. Donc, méfiez-vous de fragiliser l'État. L'État doit rester fort. Et on ne dit jamais dans le concept du droit constitutionnel que l'État a eu tort. On dit plutôt que l'État va continuer à réfléchir. Alors là, on parle de l'État ou on parle du gouvernement? Le gouvernement, c'est la même chose. C'est-à-dire que le ministre de Sport ne peut pas, devant un président de fédération, dire que le ministre a eu tort. Jamais, c'est pas possible. Le président d'une fédération, c'est quoi par rapport à un ministre de la République?
Alors, est-ce que vous avez une question précise parce que j'ai... Allez-y. Ok, Peut-être voilà. Parce qu'on reviendra après sur cette question pertinente que soulève. On reviendra sur cette question pertinente que soulève Édouard Fauchivet. Pourquoi la Convention pose problème aujourd'hui? Moi, je viens d'apprendre là qu'au moment où on se parle là, dans l'hôtel où Léon devait démarrer, le ministre a débarqué avec les membres de l'autre staff. C'est ce que je disais. Donc, on se retrouve dans une situation une fois de plus compliquée. En fait, nous sommes d'accord sur une chose, nous tous. C'est le bordel. C'est clair et net. Et c'est ce contre quoi nous devons nous soulever. Et je te jure, pas se soulever. Quand on m'a dit que ce monsieur n'était pas là, qu'il n'était même pas à Yaoundé, quand on m'a dit ça, non. Mais Georges, voilà ce qui est en train d'arriver. Allez-y, Georges. Quand on m'a dit qu'il n'était même pas à Yaoundé, j'ai dit non. Je dis à tout le monde, attendons lundi. On n'a même pas arrivé à lundi. Allez-y. Est-ce que tout ça c'est normal? Allez-y, Georges. On est d'accord sur ça, au moins tous les quatre, c'est bien. C'est le désordre. C'est le bordel. Dire dans un plateau comme celui-ci que les gens doivent se soulever. Non, on ne va pas se soulever. Non, se soulever. Qui a utilisé le mot soulever? Personne. Qui a utilisé le mot soulever? Il n'a pas dit. On n'a pas utilisé ce mot. Non, ne croyez pas. Je m'exprime très bien en français. Ne me prêtez pas de Voilà, allez-y. Ah, mon petit. Tout simplement pour dire que là, je suis vraiment au même moment, je vérifie, mais je dis que c'est grave parce que il s'est passé quelque chose. Vous dites que selon les informations que vous avez, le staff du MINSEP est à ce moment à l'hôtel. Le staff du MINSEP est également à l'hôtel. Évidemment, au fil des minutes, je pense que j'en saurai davantage. Mais ce qui est dangereux, si justement c'est avéré, et cette information, je la tiens de quelqu'un de très crédible, c'est que, je vais le dire personnellement, en fonction également de mon travail de journaliste, de ce que je sais, il y a eu des instructions qui ont été données. C'est d'ailleurs pourquoi, dernièrement, à la Fédération camerounaise de football, vous avez vu cette accalmie, d'autres l'ont appelé une certaine paix de braves. Mais je pense qu'on est passé dans autre chose maintenant. Et c'est ce qui est curieux. C'est que tout à l'heure, Dikam disait, les gens ont douté des autres instructions. Ok. Mais peut-être parce qu'il y avait un problème. Et dans le fond, on y reviendra. En revanche, Georges, là, ce qui est en train de se passer, par contre, c'est bien curieux. Parce que dernièrement à la fédération, avant la liste, nous tous on a vu à Mondo ce qui s'est passé avec le responsable d'ailleurs de l'inspecteur général du ministère. On a évoqué tout sauf la liste. Non, on n'a pas évoqué la liste. Voilà, très bien. On a compris que on est au Cameroun, nous sommes tous des analyses, on sait voir au-delà de tout, on a senti qu'il y a eu une zone d'influence et qu'il s'est passé quelque chose. Parce que avant ça, on était avec un intérimaire qui s'apprêtait à donner une liste. Et ensuite, il y a quelqu'un qui a fait en sorte que l'actuel sélectionneur arrive à la Fédération camerounaise de football. Et qu'il y ait tout ce qu'on a eu, cette conférence de presse et tout ça. Donc, elle venait réparer l'incident de la veille ou de l'avant-veille. Je trouve quand même où c'est allé trop loin. Je trouve quand même curieux que on a voulu nous montrer que quelqu'un qui avait ce qui se passe dans notre pays, qu'un journal dont tout le monde sait en tout cas, comme Cameroun Tribune, ce qu'est Cameroun Tribune par rapport à ce type d'informations sensibles, titre, mon frère, vous avez oublié l'autre chose. Permettez que je termine. Vous avez oublié l'autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques mois? Et qu'on se retrouve dans ce qui se passe aujourd'hui. François avait la parole. De toute façon, on saura très vite. Non, moi je ne suis pas de On essaie également de confirmer l'information. Ce qui se passe là, ce n'est pas du désordre. Je pense simplement qu'il y a effectivement certaines personnes, mais ça on déterminera à la fin. Très bien. D'où et pourquoi, qui ne veulent pas reculer et qui simplement ne souhaiteraient pas que certaines choses avancent. Allez-y François, allez-y François. Nous sommes d'accord dessus. Puisque tu réussis à me donner la parole. Et que mon petit frère me l'a arraché ça. Non, je voulais te désolé. Je m'en excuse de faire un préalable. Oui. Sur cette table, je suis le plus gros perdant de ce qui est en train de se passer. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Voilà. J'étais en Europe très récemment pour produire mon émission, pour la reproduire, qui s'appelle Diaspora Foot, qui passe sur une chaîne concurrente depuis une quinzaine d'années. J'ai produit pratiquement 10 éditions. Et quand je produis, puisque les chaînes n'achètent pas des programmes au Cameroun, je dois trouver un sponsor. J'en avais un,
il n'y a pas longtemps. Il est parti pour des raisons peut-être que Georges peut deviner. Et je me retrouve sans sponsor. Actuellement, pour ça c'est sans vous manquer de respect. Aucun sponsor ne veut venir sur une production comme celle-là, dans cette... Dans ce climat. Excusez-moi d'avoir évoqué ça. Non, mais c'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple. Allez-y, François. Vous avez raison. Donc, et Georges le sait. C'est un journaliste qui travaille au quotidien. Il sait que ce qu'on est en train de faire là est totalement néfaste pour le football. Mais nous l'avons dit. Totalement. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, moi je voudrais... On a le choix. On peut continuer à rester sur des postures, s'affronter indéfiniment, et on verra là où ça va nous mener. On peut revenir sur des choses simples et basiques, dire des choses simplement aux Camerounais pour qu'ils comprennent, et voir comment on peut avancer et mettre de côté cette histoire. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe de manière simple et schématique, je l'ai dit ici dernièrement, qu'on a eu à la tête de la FECAFOOT quelqu'un qui est arrivé avec un projet, un bon projet, qui a été soutenu par le Cameroun, les Camerounais, qui a été soutenu par l'État du Cameroun, le gouvernement camerounais, mais qui après, et moi j'avais dit ici que son extraordinaire parcours nourri à l'adversité aurait pu être un avantage comme un inconvénient. Il a pris l'autre versant, il s'est enfermé dans l'antagonisme, le clivage, le messianisme. Ça a débouché sur quoi, Georges? Ça a débouché sur l'omnipotence, l'omniprésence, voilà, l'outrecuidance et finalement l'incompétence. Et on a bien vu que depuis qu'il est là, en dépit de ses bonnes volontés, le Cameroun ne gagne pas. Et le football national, c'est totalement chaotique. On croyait pouvoir lui donner quelques points là-dessus, mais même là, les arbitres ne sont pas payés. Il y a des scandales à tout va. Franchement, quand on a regardé ça, et je crois que la plus haute autorité, ou celle supposée, s'est dit il faut mettre de l'ordre là-dedans. Sauf que, et c'est là où je ne suis pas un bon client pour vous, parce que je ne peux pas adopter des postures dans cette affaire. Qu'est-ce qui se passe, M. Fauchivet? Et là, je veux vous dire, le président de la République a dit, il a donné des instructions, ça c'est clair, au ministre. Il a évoqué le ministre, clair, voilà. Personne ne peut le discuter. Autre chose qu'on ne peut pas discuter, c'est là où je t'interpelle, Jean, c'est la lettre de la FIFA. La lettre de la FIFA a reconnu l'initiative de la nomination du staff technique des Lions Indomptables au ministre. Parce que la convention lui permet. Et la lettre a suggéré que la FIFA et que la FECAFOOT revoient cette convention. Mais alors, et je l'ai dit ici la dernière fois, pourquoi est-ce qu'on en est là? On a un ministre à qui on donne cette initiative-là. Que fait le ministre? Le ministre aurait dû, s'il était dans une... Parce que le ministre, soit dit en passant, avait été précédemment humilié par Samuel Eto'o. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure. Voilà, tout le monde le sait, c'est documenté. Je me serais attendu à ce que le ministre s'élève dans sa posture, se dise, vraiment, c'est le football camerounais qui est en jeu. Je vais mettre de côté cette rancœur-là, et puis je vais appeler Samuel. Il sait aujourd'hui que j'ai l'initiative de la discussion, et nous allons trouver de manière consensuelle. Oui. Que fait le ministre? Le sélectionneur passe encore. Parce que M. Fauchivet là, il choisit. Discorde. Oui, c'est pas général. Je ne sais pas, vous êtes un homme honnête, il fallait le dire. Non, mais c'est clair. Le ministre n'aurait jamais dû nommer le coordonnateur. C'est sa revanche à lui. C'est sa revanche à lui. Dans l'esprit, dans ce que vous dites. On est d'accord. On veut en sortir. J'apporte de l'eau à votre moulin. Voilà un homme qui apporte une mauvaise solution à un vrai problème. Oui, un vrai problème. Et c'est pour ça qu'on en est là, dans ce cafouillage. S'il avait appelé, même s'ils auraient pu trouver quelqu'un d'autre. Oui, mais même, d'indépendant même des deux. Voilà. On n'en serait pas là. Vous ne pouvez pas. Eto'o a été élu. Moi, je l'ai critiqué parce que ça m'a valu ce que ça m'a valu. Je m'en fous, le Cameroun est au-dessus. Mais vous ne pouvez pas, on ne peut pas débarquer Eto'o à 2 ans de la fin de son mandat. Il est élu. Maintenant, il faut trouver des moyens peut-être pour encadrer son nation parce que ça a été une gabégie totale, même au niveau de la gestion financière.
Il faut trouver un moyen pour encadrer son action et maintenant peut-être redonner beaucoup plus de place à l'autorité de contrôle. Mais de là à dire que vous nommez systématiquement tous les noms, et puis, monsieur Ndika, le team presse officiel dont vous entendez parler, le coordonnateur, tout ça, ils sont logés à la FECAFOOT, ils travaillent là-bas. Comment le ministre croit qu'il peut nommer des gens quelqu'un qui ne peut pas traverser la barrière? Non. Voilà pourquoi on en est là. Voilà pourquoi on en est là. Et quand on parlait tout à l'heure de fragmentation des pôles de décision, vous voyez bien que jusqu'à présent, il n'y a pas consensus. Non, il n'y a pas consensus. Si on s'en tient à ce que Georges est en train de dire, ça veut dire les gens qui sont dans le même bâtiment. Même les médias dont on parlait ont été plus ou moins instrumentalisés. Vous parliez de Jeune Afrique, ne citez plus Jeune Afrique. C'est un comptoir publicitaire. Moi, je dis, oui, moi, je ne suis pas journaliste, c'est un comptoir publicitaire aujourd'hui. Jeune Afrique. Jeune Afrique n'est plus une référence. Jeune Afrique est totalement manipulé. Je peux vous donner le nom de celui qui rédige tous ces torchons. On le connaît. Voilà, si on veut construire un pays, si on veut construire une république, on ne peut pas être tout le temps dans des postures d'intérêt et de clivage. Je crois que moi, ça me coûte ce que ça me coûte. Je vais rester sur cette zone grise. Nous avons affaire à deux personnalités qui se sont comportées comme des gangsters et c'est pour ça qu'on en est là. On a beaucoup parlé de manipulation, justement. Quel est l'impact de la communication dans ce bras de fer qui... la communication n'a aucun impact. Pour les trois quarts, ils se laissent manipuler. Tous, pour les trois quarts. Mais regardez... Quelqu'un me prenait pour référence tout à l'heure Cameroun Tribune. Mais c'est pas même la CRTV là. C'est pas là-bas que quelqu'un a été nommé à 17h et puis on est revenu dire que non, c'est pas ça. C'était dans quel ministère? Vous parlez de quoi? D'un pays où plus rien ne... Mais je veux dire, vous ne pouvez plus vous fier à rien. Et c'est pour ça que je disais, tant que je n'ai pas vu demain, on n'est pas arrivé à demain. Si on s'en tient à ce qu'il est en train de dire, et dans une heure, tout le monde le saura, on n'est pas arrivé à demain. Parce que pour que cette solution-là soit la définitive, on doit entendre celui qui avait émis le premier document, on doit entendre Mouélé, on doit même voir ces oiseaux ensemble devant les joueurs. Tant que je n'ai pas vu cette image, que je n'ai pas vu de correspondance, voilà ce qui est en train d'arriver. Et je vous dis que si je m'en... un État, sortons même du Cameroun, un État reste un État. Au Cameroun, de par la particularité de ceux qui tiennent cet État, jamais de la vie, tant qu'ils vont avoir l'impression que dans la population, il y a des gens qui pensent qu'un petit Étau a pu leur faire courber les chines, même s'ils ne sont pas d'accord dans la vie de tous les jours, sur Étau-là, ils seront d'accord. C'est la force de l'État. Ces gens-là, je parle bien du contexte du Cameroun. J'ai coutume de dire, quand on parle de thèmes politiques, que nous ne manquons pas de loi. Nous avons un arsenal juridique des plus complets qui existent. Qu'est-ce que nous en faisons? Voilà, alors, Georges, il y a cette question pertinente que relevait Edouard Fauchivi tout à l'heure. La Convention, elle existe depuis 2015. On a eu des présidents de la Fédération, on a eu notamment le président Djoya. Mais pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui que cette Convention pose autant de remous? Je pense que le problème, il y a une chose. C'est que je l'ai même dit tout à l'heure, l'habitude ne fait pas la norme. On a eu des... Parce que quand on dit depuis 2015, tu as qui? Tu as Tombi Aroko, oui. Tu as ensuite Bonbon Djoya. Alors, le vrai problème, entre guillemets, parce que là où ça a un peu basculé, je crois, c'est si on est après la convention et après le décret, parce qu'il faut rappeler aux gens que le décret même naît d'une situation conflictuelle au sorti d'une compétition, déjà. Avec les mêmes acteurs toujours. Qui amène le chef de l'État à clarifier un certain nombre de choses. Donc depuis, on va dire que la première personne à avoir expérimenté aujourd'hui ce qui se fait avec le ministre des Sports, c'est Momo Djoya. Maintenant, je pense que par rapport... On n'a pas entendu tout aussi parce que... Non, je vais vous dire pourquoi. Dites-nous. Moi, j'ai discuté avec l'ancien chef du service juridique de la FECAFOOT à l'époque. M. Ayomba qui m'avait rappelé que déjà à l'époque, ils avaient trouvé curieux que M. Momo Djoya n'attaque pas l'acte que le ministre est en train de poser. Pour une seule raison, c'est que juridiquement, ils avaient de quoi attaquer ce qui est en train d'être fait. Mais justement, politiquement, ils ont choisi de laisser faire. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, cela veut simplement ou veut forcément dire que Samuel Eto'o, à son tour président, devait également laisser faire? Je pense même, pour aller plus loin, je pense même que
Sauf que quand Samuel Eto'o-Fils est arrivé à la FECAFOOT, la première chose qu'il a omis de faire, c'était d'attaquer la convention. Je veux dire, non, il l'a pas attaqué. Peut-être ça fait quand même 2 ans qu'il est là. Non, peut-être parce que quand il arrive, il faut quand même avouer que les choses se passent dans le sens du décret. C'est-à-dire que quand il veut son staff à lui, ça se fait. Rigobert Song est nommé, il nomme pratiquement tout le... Mais c'est parti de la primature chez le ministre qui a confirmé. Allez-y, Georges, allez-y. donc il n'a pas nommé pour que ça se mette en route. Allez-y, Georges. À partir de ce moment, d'un point de vue juridique, il n'y avait pas forcément des signes qui laissaient entendre que il pouvait se retrouver dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui. Mais on a même... C'est le ministre qui a nommé... Le ministre avait contesté cette... Oui, sur Actualité. Non, je vais dire, avant même la nomination, le ministre est passé sur Actualité Hebdo, où justement il disait qu'il n'y avait pas de débat autour du départ ou non de Conceição. Je disais à Leïla que... Puisque la question était pourquoi sur la convention, sur un certain nombre de choses, pourquoi ne pas avoir attaqué. Et j'explique que dès que lui il est arrivé, justement en s'appuyant sur l'esprit du décret et avec d'autres choses qui n'ont peut-être pas à voir directement avec du juridisme, les choses se sont passées dans le sens et dans l'intérêt de la Fédération camerounaise de football. Donc à partir de ce moment, il n'y avait pas, je me suppose, je ne sais pas, mais je peux imaginer que dans l'esprit de la Fédération, il n'y avait pas entorse. Il y avait simplement ce qui va en droit ligne avec la norme et avec la logique. Sauf que, avec ce qui s'est passé dernièrement, on a eu un problème. Mais je voudrais dire une chose là, parce que c'est très important pour moi de le dire. Et François l'a dit tout à l'heure. Admettons même que la Convention demandait à ce qu'il y ait une forme de concertation, ou qu'il y ait une forme de conciliation. Oui. Parce qu'en réalité, c'est ça. C'est que l'un ne doit pas aller sans l'autre. Sans l'autre, c'est ça. Voilà. Le problème, c'est qu'à partir du moment où le ministre a nommé Marc Brice, moi, de ce que je sais, il y a eu des discussions. Et les discussions aboutissent à une forme d'entente. Mais le problème, c'est que cette entente a buté sur des comment je vais dire, j'ai pas envie d'employer le terme égo, parce que ça va paraître péjoratif de le dire. Mais cette entente assez... Il faut le dire, c'est son talon d'Achille, non? C'est de qui? Des deux. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Parce que, rappelez-vous d'une chose. M. Eto'o semblait ne pas accepter, dès le départ, M. Brice. Et il y a eu un communiqué qui allait dans ce sens, qui estimait que... Ça n'a jamais été le Non, mais je vais dire, et même pour la non-révision... La non-révision de la convention, là, c'est pourquoi? C'est parce qu'à un moment donné, le sport est passé en second, et que tous ces gens-là sont du même parti politique. Ils sont tous du même parti. Permettez que Georges termine. Opinion sur une situation. Oui, allez-y. C'est cette diversité d'opinions qui peut faire avancer le débat, quand même, à un moment donné. Je veux dire que moi, je m'en tiens, je vous l'ai dit depuis le début, ça peut paraître bizarre, mais j'essaie de m'arc-bouter au fait, parce que peut-être, de mon point de vue, les Camerounais sont un peu fatigués de nos interprétations. Les faits, c'est quoi? C'est que quand Brice est nommé, la Fédération camerounaise de football, à travers un communiqué, semble dire « Ah, moi, cette affaire-là, je ne comprends pas ça. » à travers son communiqué. Oui. Sauf que tout le monde, à un moment donné, réclame un peu de conciliation. Ce qui est fait, parce qu'il y a eu des échanges. Moi, je sais qu'il y a eu des échanges en haut lieu pour essayer d'aplanir un peu les choses. Mais le problème, c'est que quelque part, on s'est montré extrêmement rigide. Et c'est peut-être ce qui fait qu'on en arrive à cette situation. Parce que M. Mabrice, par exemple, ne se retrouve pas sur le staff nommé par Samuel Eto'o, y compris ses 2 adjoints, parce que dès le départ, la fédération avait pensé à lui. Nous, on sait à qui la fédération avait pensé, puisque les documents se sont retrouvés dehors. Et même, je pense que l'image que personne n'a appréciée, ils s'en sont excusés, que ce soit l'un ou l'autre, essaie quand même traduire le fait que c'était pas forcément l'un pour l'autre, c'était pas le mariage voulu. Et que s'il y a quelque chose, ça pourrait simplement être un mariage de concession. Mais à partir du moment où il y a c'est-à-dire, dans cette situation-là, à partir du moment où il y a une partie qui décide d'ouvrir la porte. Laquelle alors? En prenant le coach, en prenant ses adjoints, ça paraît quand même difficile de lui dire que même dans la convention où la coordination, on sait qui doit nommer le coordonnateur, qui doit nommer le team presse,
je vais dire qu'on est tous des êtres humains. Ça paraît gros de dire, ok, même ça, tu vas bouffer ça. Non. Très bien. Non. Edouard Fauchivet. Et l'accepter, ou du moins le dire, ne veut pas forcément dire qu'on veut défier l'autorité de l'État. Cette situation est très compliquée parce que il va falloir que chacun... il y a deux personnes là dont les égos sont surdimensionnés. Et ça n'arrange pas. Et depuis le début de sa mandature, je pense que cet égo a fait suffisamment de ravages. De l'autre côté, il y a un monsieur qui sait mettre derrière le drapeau de l'État et qui dit la force de l'État. Cette affaire ne va pas durer longtemps. Vous savez, on a atteint la ligne rouge. Ça fait quand même 2 mois que ça dure. Avec ce qui s'est passé à la fédération, je continue de penser qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et si certains veulent rester dans leur position, je suis persuadé que si ce que j'apprends pour le moment et je continue de recouper est vrai, les choses ne vont pas durer. Très bien. Edouard Fauchivet. Parce que personne n'a intérêt à ce que les Lions ne jouent pas. Edouard Fauchivet. Le 8 juin. Hein. Alors, Edouard Fauchivet, la presse a longtemps parlé. En l'état actuel, oui, confirme la FECAFOOT 5 ans. Oui. Arrêtez. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Monsieur Dicam, arrêtez. Non, dites-moi. On va jouer pour jouer. Non, on va jouer pour jouer. Je vous suis depuis, mais on va jouer pour jouer. On va jouer pour jouer. N'allez pas sur ce. On va jouer pour jouer. Je vous ai posé une question simple. On va jouer pour jouer. Je vous comprends politiquement. Je connais le regard que vous portez. Non. Je connais le regard que les politiques de ce pays je suis camerounais. Je suis entraîneur. Qu'ils perçoivent comme étant simplement un divertissement, un jeu. Écoutez-moi bien. Mais je vais vous le dire, il y a des limites. À partir d'un moment, il faudrait que vous sachiez que le football, c'est pas juste un divertissement, c'est pas juste un jeu, c'est quelque chose qui, d'un point de vue économique, permet à des familles de vivre, c'est quelque chose qui, d'un point de vue symbolique, pendant longtemps, M. Fauchivet qui est à ma droite, sait très bien que son parti politique a fait de l'équipe nationale du Cameroun qui gagnait et qui n'arrêtait pas de gagner un fleuron pour ce pays. Donc à un moment donné, tout le monde sait que Roger Mila, Oman Biyik dont il a parlé tout à l'heure, Samuel Eto'o sont des gens qui, au-delà du Cameroun, portent l'image de ce pays très très loin. Ce sont des choses que même vous qui êtes grand politique, même vous qui vous préoccupez tellement des questions qui touchent les simples Camerounais, vous n'avez pas pu faire. Donc je pense que ces gens-là, pour ce qu'ils ont pu accomplir, on a oublié de vous donner de l'eau. Allez-y, calme. Des demandes où il est nécessaire. Merci. Oui. Je suis camerounais. N'insultez pas mon intelligence. Je n'ai pas commencé à réfléchir quand j'ai été. J'aimerais qu'on avance. Je vous dis, je suis camerounais. Arrêtez de parler du football comme s'il s'agissait d'une simple... Merci, messieurs. Laissez-moi vous répondre. Laissez mon parti politique de côté. Je suis entraîneur. Comme chacun des 20 millions. Tous les politiques, j'entends vous reconnaissez que chacun des 20 millions. Georges et Charles. De Camerounais est entraîneur. Georges et Charles. Je suis Camerounais même. Merci. Pourquoi vous auriez le droit de parler de ça et pas moi? Sous le prétexte que je fais de la politique. Mais vous, attendez, réfléchissez avec quoi? Mon appartenance à un parti politique m'interdit de parler du football. Charles Dicam, si vous où est la corrélation? Charles Dicam, si vous êtes là, c'est bien. Donc c'est depuis 2018 que j'ai commencé à réfléchir. C'est bien parce que vous avez le droit de parler football. Un mois avant, Edouard Fauchivet, parce que j'aimerais qu'on avance sur l'aspect politique. Le football, l'industrie du football, c'est 500 milliards de dollars par an dans le monde. Je dis 500 milliards de dollars. L'industrie du football. Oui, l'industrie du football. C'est plus que la culture, c'est plus que l'édition, c'est plus que beaucoup d'autres marchés. Dire que le football est mal géré, ça n'a rien à voir avec dire que le football ne sert à rien. Le problème au Cameroun, ce n'est pas le football, c'est la gestion du football. Très bien. Et c'est la différence. Et je l'ai rappelé à un de vos militants ici l'autre jour. Se ruer comme ça, moi je prends ma petite exemple, j'ai une petite structure de production. Ma matière, c'est quoi? C'est le foot. Et je rémunère quelques personnes autour de ça. Donc on ne peut pas dire, il y a plusieurs exemples, il y a une économie. Une industrie à créer aussi, il est bien organisé. On arrive déjà au stade où ça te pose des problèmes, toi par exemple, tu n'arrives pas à trouver de partenaire. On arrive déjà, il faut donc... Il faut changer. S'il faut s'arrêter, réfléchir pour le faire, arrêtons-nous. Merci Charles et François. Alors avançons sur le terrain, sur un terrain un peu plus politique. La presse a longtemps parlé justement de la guerre des clans, et même avec l'affaire FECAFOOT, autour d'une probable succession. Dans ce registre,
Que représente Samuel Eto'o-Fils? Samuel Eto'o-Fils qui en 2018 est en soutien de Paul Biya dans la guerre des clans. Qu'est-ce qu'il représente? Mais vous savez, vous parlez du soutien à une candidature, c'est une voix. Samuel Eto'o-Fils, c'est une voix? C'est une voix. Je veux dire, Samuel Eto'o-Fils, c'est une seule voix. C'est une voix. C'est une voix. Mais maintenant, c'est pour ça qu'il faut faire très attention de lier ça maintenant aux données des. Je rappelle que cette voix a quand même pesé fort pour qu'on puisse organiser la CAN au Cameroun. Je veux dire, Samuel Eto'o-Fils, c'est une voix uniquement. Oui, mais parce que vous avez parlé de 2018. 2018, c'était quand même l'élection présidentielle. Vous voulez dire que s'il n'était pas là, bien, il ne devait pas être élu? Attends, faites très attention. Il faut faire très attention. Parce que vous entrez dans notre domaine maintenant. Oui. Dans notre domaine, ici, c'est one vote, une personne, une voix. Maintenant... Et que dire des foules qui peut drainer justement plus d'une voix? Maintenant, vous parlez de foule. Oui. Maintenant, il faut déjà savoir. Je vais vous donner une image. L'image de Cabral ici... Lorsqu'il a commencé la politique avec les citoyens, il avait réuni 25 000, presque 15 000 étudiants au stade Sikam. Mais ça a fait paniquer. Genre là, dedans, il n'y avait pas 1000 qui avaient la carte électorale. Dès que j'ai dit ça, vous comprenez donc dans l'équation politique, il y a une adéquation parfaite entre la mobilisation et les résultats de vote. Il faut faire très attention. Et donc, il faut savoir, et c'est là où, au début, M. Dikam vous a parlé d'étude de l'offre politique. Il faut que l'offre politique puisse être bien présenté pour permettre, n'est-ce pas, à un citoyen d'aller avec l'offre politique pour transformer ça maintenant en vote. Donc, il faut faire très attention. Et je dis bien, le résultat, quand on voit, c'est que le président de la République connaît le poids de la symbolique, de la notoriété de Samuel Eto'o. Le décès de son père est un exemple. Le président de la République a été représenté. Le président de la République a fait ce qu'on fait à des icônes. Ne serait-ce que la route qui a été refaite pour aller, n'est-ce pas, dans son village et que aujourd'hui les Camerounais l'utilisent. C'est grâce au décès du père d'Eto'o que cette route a été refaite. Donc je dis bien que si on voit en termes de résultats, le président l'a reconnu. Mais maintenant, il ne faut pas jouer au forgeron, prendre le marteau et commencer à taper pour que ça résonne fort. Non. Le politique, là je prends l'exemple, par exemple, des Djikab. Ils sont en train de faire aujourd'hui un travail pour que les gens s'inscrivent dans une liste électorale. Mais les inscriptions, lui qui est assis là, ne peut pas vous dire que tous ceux qui se sont inscrits hier vont voter le MSC. Cette équation n'existe pas. Nulle part en politique. Très bien. Georges, rapidement, avant François, parce que j'aimerais qu'on avance sur le terrain politique. Là, je veux, justement, oui. Ça me permet je veux faire quelque chose le temps de quelques minutes, parce que c'est important pour moi. Oui. Je vais essayer de me départir un peu de ma casquette de journaliste et je vais parler comme un citoyen. Et je souhaite que vous permettiez que je puisse faire ça. Allez-y. Vous savez, quand je n'ai pas l'opportunité d'être à cette émission, j'écoute beaucoup de choses. François, qui est ici, a fait un livre autour de M. Eto'o, intitulé « Anges et démons ». Ce qui est curieux, c'est que très souvent, quand je l'ai entendu parler de la personne, j'ai beaucoup plus écouté le démon. Évidemment, j'ai compris que peut-être qu'il n'avait pas intérêt à ce qu'on parle de l'ange. Quand j'écoute M. Dikam, j'ai l'impression qu'on parle d'un vulgaire personnage qui, en réalité, est même un poison pour les Camerounais. Je dis comme je pense. Permettez. J'ai dit je pense. Je n'ai pas dit que c'est ce qu'il dit. J'ai dit je pense. Et quand je scrute ce qui se passe autour de lui, que ce soit d'un point de vue politique, et c'est pour ça que j'ai aimé la question que vous avez posée à monsieur, j'ai l'impression que d'un point de vue politique même, c'est complexe. Parce que il y a comme un malaise au niveau du RDPC. Et puis au niveau de l'opposition, ça y est, c'est réglé. C'est celui qui, en 2018, a apporté, je crois que c'était en 2018, dans une déclaration à la télévision nationale, a apporté son soutien au futur candidat du RDPC pour les élections. Donc, du coup, c'est réglé. Lui, voilà, c'est Rasbin.
il est du régime, il n'est pas là pour le changement. Voilà. Ça, grosso modo, c'est ce que j'entends. Quand j'ai fini de compiler tout ça, j'ai envie de dire, c'est simple. Déclarons une fatwa sur ce monsieur. Tout simplement. Parce que j'ai du mal à comprendre à quel point ce que j'entends est possible. Alors, je voudrais rappeler juste une petite chose. Monsieur Eto'o est un être humain comme nous tous, fait donc d'anges et de démons. Et je ne sais pas quel est l'être humain qui se doit toujours d'être bien, poser les actes qu'il faut, être le meilleur. Certes, il a été sur un terrain de football, mais il a le droit de commettre des erreurs. Mais moi, ce qui me heurte davantage, c'est qu'il sera président de la FECAFOOT, on va le critiquer, d'autres disent qu'il surfacture les trucs et tout ça, il n'a plus d'argent, il est paumé. D'accord. Mais à côté de ça, que nous le voulions ou pas, il reste une icône. Et de ce que je sais, Maradona n'était pas quelqu'un de droit. Je ne veux rien vous expliquer sur ces questions avec la drogue. Platini a eu des problèmes en France. Mais je n'ai jamais vu, en termes de peinture, ce que je suis en train de voir au Cameroun. Alors, je respecte la liberté des uns et des autres, le droit pour chacun de dire les choses comme il pense, d'avoir sa vision. Mais ce que je dis simplement, c'est que c'est dangereux. Parce qu'en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est que il n'est pas demandé, moi je ne le demande même pas d'ailleurs aux gens, et c'est pour ça que j'ai dit, je retire d'abord mon costume de journaliste. Il n'est pas question de déifier ce monsieur. Mais en revanche, le démonter comme on le fait est extrêmement dangereux. Parce qu'en tant qu'icône, il y a de nombreux enfants qui sont dans des centres de formation, qui ont besoin de rêver. Rêver à travers des Patrick Mboma et tout ça, pour devenir ou faire à peu près ce qu'ils ont pu faire. Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme s'il est au carrefour de plusieurs choses, et on en oublie même que, en réalité, au-delà de ces insuffisances, que nous tous on les a, nous sommes des êtres humains, au-delà d'un certain nombre de choses, il reste une légende. Alors qu'il soit critiqué en tant que président de la FECAFOOT, ok, mais cela ne veut pas dire, parce que moi quand j'entends des critiques, j'entends pas des critiques liées uniquement au président de la FECAFOOT, et j'en ai encore pour preuve ce que j'ai parfois entendu ici depuis le début de cette émission. Quand on veut parler de lui, on veut parler de lui comme étant d'un vulgaire bandit. C'est ce qu'on fait. Ici? Non. Attention. Je n'ai pas dit ici uniquement. Et pourquoi voulez-vous Je dis simplement que de manière générale, je l'entends. Quand même. Alors, vous terminez, Georges. Et je trouve simplement que c'est grave pour la simple et unique raison que ce monsieur, peu importe ce qu'il est, pour certains, est et doit demeurer une icône. Il doit être démonté de cette façon parce qu'il y a des enfants qui auront besoin de lui comme ces enfants ont besoin de Patrick Mboma, comme lui il a eu besoin de Roger Mila. Et c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Et moi c'est ce que je regrette. Après je reprends, c'était le citoyen qui se lâchait, je reprends ma costume de journaliste. Alors je vais dire une chose, et je crois que je vais m'en tenir à ça. Ce monsieur ne sait pas aider lui-même. L'icône ne sait pas aider elle-même. Et les exemples que vous avez pris ailleurs, Maradona, c'était sa vie privée. Lui aussi, il a une vie privée qui a été très agitée. Vous ne m'avez pas entendu évoquer cela ici. Maradona n'a jamais prétendu à ce à quoi lui, il prétend. Je vous dis, au sein de la famille footballistique... À quoi est-ce qu'il prétend? Il n'a pas le droit d'avoir des aspirations, et puis Maradona prétend. Non, je veux dire... Maradona n'a jamais été président de fédération. Il a le droit d'être président de fédération. Maradona a été sélectionneur. Allez-y, Maradona, il a été protégé par la presse en Argentine. Allez-y, Charles. Platini, il a été protégé par la presse en France lorsqu'il a eu ses problèmes à l'UEFA. Allez-y, Charles. J'ai d'autres exemples. Merci, Georges. Il a été sanctionné tout de même, on est d'accord? Mais très protégé. Il a été sanctionné. En France, il a été protégé. Il a été sanctionné. Ce que je voudrais que vous compreniez, s'il avait voulu garder la stature d'icône... Il ne fallait pas qu'il aille à la FECAFOOT. Oh, bon sang. Oh, j'ai compris. Georges, je vous en prie. Charles, allez-y. Ouais. J'ai été à l'école. Non, moi, je ne l'ai pas été. Non, Georges, puisque vous me reprenez à chaque fois, je vais vous dire, ne me prêtez pas de mots. Georges, tout à l'heure, vous avez fait le reproche d'être interrompu à chaque fois. Je vous sens bouillir, j'ai demandé qu'on vous donne de l'eau. Vous n'êtes pas bien. Allez-y, il a sa bouteille d'eau à côté de lui. Allez-y. Qui boivent Quel changeait d'avoir un médecin tout près de moi. Georges, je vous en prie. Charles a la parole. Allez-y, Charles.
quand on est une icône, il y a des contraintes. Tout comme quand on est un homme public, qu'on a choisi d'être sous ces sunlight, il y a des contraintes qui sont liées. À partir de sa famille footballistique, est-ce qu'avant que nous n'arrivions à cette situation, c'était le meilleur des mondes dans le milieu footballistique? Non. Il y a des problèmes. Et pourquoi ces problèmes-là naissent aujourd'hui? Et pourquoi seulement avec lui? Pourquoi c'est le seul qui est capable de, c'est-à-dire au moindre truc, donner un coup de poing? Il ne sait pas aider lui-même. Okay. Et quoi que vous fassiez, quand la personne elle-même ne cède pas, vous pouvez tout lui donner. Vous ne lui apporterez rien. Ça, c'est la seule chose. Et je dis une chose. Je vais sortir par là. Vous savez pourquoi? Jusqu'aujourd'hui, la convention n'a jamais été discutée par qui que ce soit. Mais la convention a été faite par le pouvoir d'un côté et le pouvoir de l'autre côté. Oui. Au moment de la signature de cette convention, c'était le feu ministre d'État qui est décédé aujourd'hui. Qui était la normalisation. Qui était celui qu'il était au sein de ce régime. En face, il avait son collègue ministre. Donc, ils ont tout fait à l'avantage de l'État. Tous ceux qui sont venus derrière, à part Tombi, un peu, tous les autres là, ce sont des enfants de cette même mamelle. Donc, le politique qu'ils étaient pour ceux qui y étaient avant, a primé sur le sportif. Ils ont pensé à eux, leur carrière, et ils ont fait avec leurs gens au détriment de la fédération qu'ils avaient prise. Sinon, je vous rappelle bien que le précédent président a été installé là, par Samuel Eto'o toujours. Wow. Oui, bien sûr. Comment? C'est un secret pour qui? Il faut pas être journaliste sportif. Avant qu'il ne se brouille, Seydou Haït, c'est la production de Samuel Eto'o fils. Il y a une facilité à dire. Donc, je veux dire une chose, ça veut dire que ce n'est pas aujourd'hui. Et Samuel Eto'o, il a mis là. Et Samuel Eto'o, il a fait comment? Il s'est mis là, lui tout seul? Georges. Non, mais les gens disent des choses. Vous lui avez reproché tout à l'heure de faire ça. C'est incroyable. Allez-y, Charles. Je vais croire que vous êtes comme lui. Si j'étais à côté de vous, peut-être qu'il y aurait déjà un coup de poing. Alors, être comme lui, je vous rassure. Gardez votre calme. Être comme Samuel Eto'o, ça serait allez-y. Souffrez de m'entendre. Georges, vous savez le nombre de Camerounais contents de m'écouter. Imaginez, serait-ce qu'un seul instant qui puisse avoir une destination. Vous avez un média sur lequel, vous avez la chance d'avoir un média sur lequel vous pouvez dire tout ce que vous voulez dire. Allez-y. Souffrez de m'écouter. Allez-y, terminez, Charles. Je dis et je répète. Et c'est de notoriété publique. De la même manière que c'est la fédération, c'est le retour sur investissement. Hein? Quoi? Wow. Je suis un politique. Oui, de quoi? Il a posé des actes qui ont servi politiquement à quelqu'un. En retour, on l'a aidé à être ce qu'il est aujourd'hui. Je le dis, je ne me cache pas pour le dire. Très bien. François, à l'approche de 2025. C'est une bagarre familiale. À l'approche de 2025, le pouvoir, notamment le président de la République, peut-il vraiment risquer de se mettre à dos son soutien Samuel Eto'o fils? Allez là, pour une fois que quelqu'un parle de mon livre, sur ce plateau, tu vas pas. Je veux dire, vous répondez à Georges. Parle-nous un peu de l'ange alors. J'ai écrit un livre. Oui, vous répondez à Georges, vous répondez également à ma question. 16 pages. Georges, est-ce que tu l'as lu? Non. Ah ouais. Non, j'ai pas parlé du livre. J'ai pas parlé du livre, François. Peut-être on sait pas. C'était pas sur le livre. Non. J'étais sur ce que je t'entends dire. Oui, non, pas du livre, mais c'est toi qui as évoqué le livre. Le livre est disponible. En rappelant que ton livre, c'est Ange et démons. Et que lorsque je t'écoute ici, par contre, je suis surpris, je n'écoute que le côté démon. Non, c'est pas ce qui est dit dans le livre. Allez, pas pour dire que c'est ce qui est fait dans le livre. Faut faire attention, j'ai pas dit ça. Je repose ma question. Est-ce que tu l'as lu? Tu as répondu. Non. Si tu l'avais lu, on en parlerait. Tu n'aurais pas dit ce que tu viens de dire. Et c'est ça le problème. Je ne parle pas de ce que tu fais ici. Je ne parle pas de ce que tu as dit. Vous ne penseriez pas ça. Voilà, pareil. Laisse-moi donc. Moi, je dis ce que tu fais ici. Lui, il dit que tu ne l'aurais pas dit si tu avais lu son livre. Exactement. Je respecte. Voilà, laisse-moi te dire. François, allez-y, François. Je vais te dire, tu es très proche des gens de la FECAFOOT. Demande-leur de lire mon livre. S'ils lisent mon livre, ils vont se calmer un peu et quand je viens sur un plateau, ils vont arrêter de croire que je viens procader Samuel Eto'o. On n'écrit pas 416 pages sur quelqu'un qu'on veut procader.
C'est trop facile aujourd'hui sur Facebook de faire. Ça m'a pris 4 ans, Georges, et je suis déçu. Que ce soit toi. Non, laisse-moi finir. Georges, je ne remets pas en cause la production. J'ai parlé de ce que tu dis lorsque tu es... Georges, tu fais exactement ce que tu reproches. Je veux dire ceci. François Dicabou, on n'écrit pas 416 pages sur quelqu'un qu'on veut blocader. Il y a des moyens plus faciles de le faire. Maintenant, sur le titre. Le titre n'a pratiquement rien à voir avec ce que l'on vit là aujourd'hui. Moi, j'ai fait une biographie, et c'est la seule documentée de Samuel Eto'o. Que ses services lisent la biographie. Qu'il lise lui-même. Je la lui ai envoyé plusieurs fois. Qu'il lise. Sans chercher à le rencontrer, parce que j'ai pris l'engagement ici que je ne ferai jamais cette démarche. J'ai vécu ailleurs, dans des pays où on essaie d'immortaliser les icônes. J'ai fait un film sur Roger Mila, qui sortira finalement. J'ai fait un livre sur Samuel Eto'o. Sortez-moi de ces débats-là. De posture. Il y a d'autres qui ont écrit des livres après, pour ou contre lui. Je ne suis pas dans cette trame-là. C'est pour ça que je te demande de lire mon livre, jeune frère. Ce que je dis, c'est que Samuel est quelqu'un d'extraordinaire, qui a connu un parcours extraordinaire, qui a fait face à l'adversité. C'est ça les démons. Les démons que lui-même il a nommés à un moment, des sorciers en sélection nationale, et les petits démons qui l'ont hanté. Ces petits démons, c'est quoi? C'est l'omnipotence, qu'on voyait déjà quand il jouait. Et je dis à la fin de ma biographie, qui est 90% laudatrice, vous l'avez lu, là, qui raconte le parcours du joueur de Vogada, jusqu'au Barcelone et après. Voilà, c'est ça ma biographie. Ça n'a strictement rien à voir avec cette posture. Et je dis, tout ce que je dis par rapport à ce livre, et c'est ça ce que j'essaye de léguer quand il a... Parce que le livre sort quelques mois avant son accession. Tu vas payer quand même. Non, le livre sort... Il m'en voulait d'avoir une seule mais voilà ça qu'il doit. Il m'en voulait. D'ailleurs, quel est le nom de votre média? Quel est le nom de votre média? Quel est le nom de votre RSI? C'est Martin Camus Mime, c'est ça, non? Je veux dire... C'est Martin Camus Mime, RSI ou pas? Sur la question. À l'approche de 2025, oui. Je disais donc... Non, il a entendu, mais il n'a pas voulu répondre. Dans mon ouvrage qu'il fallait se méfier des petits démons de Samuel Eto'o. Il fallait chercher un moyen pour qu'il ne soit pas celui qui essaie de tout faire et qu'il soit partout, qu'il soit un chef d'orchestre. C'est le mot plutôt que d'être un homme providentiel. C'est le mot que j'utilise. D'accord. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, quand je reviens sur... Samuel et M. Fauchivet, excusez-moi d'être en désaccord avec vous. Non, je ne peux pas banaliser Samuel Eto'o. Si j'aimais autant de mon temps, ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai été avec lui et qu'il m'ait chassé ou bien machin, comme d'autres. Je suis vierge vis-à-vis de lui. Jamais côtoyé. Et je souhaite même jamais me côtoyer ce personnage. Parce que la façon dont il fonctionne est contre mes principes et mes valeurs. Oui. Mais ça n'enlève rien, strictement rien à ce qu'il représente et à ce qu'il est. Tu ne m'as jamais entendu ici banaliser le personnage. Très bien. Je critique ses travers, je critique sa méthode. Et si Eto'o n'était pas devenu président de l'Africafoot, mon discours, en dehors de quelque chose que je lui reprochais quand il était joueur ou machin, aurait été pratiquement laudateur. Le problème, c'est qu'il est président de l'Africafoot et qu'on est obligé de le juger et de se prononcer sur ces... Il a également été en soutien de Paul Biya. Maintenant, je disais, oui, voilà. Je disais donc que non, M. Fauchivet, je ne suis pas d'accord. Faites un petit sondage, même actuellement, vous verrez l'élan de sympathie que peut encore drainer Samuel Eto'o. Je dis jusqu'à présent. En dehors de ces bouts... Non, de l'homme, du personnage. De lui, c'est quelqu'un... Mais ce n'est pas sa question. Non. En dehors de cette catastrophe. Mais est-ce que cette sympathie n'a pas profité en 2018 à Paul Biya? Non, politiquement, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Okay. Mais le fait qui est patent, c'est que Samuel Eto'o est progressivement en train de transposer sa notoriété et son succès footballistique sur la scène politique. Ça, c'est un fait. Et le politique aujourd'hui, je sais que ça va pas plaire à beaucoup de personnes, mais le politique peut regarder ça avec un œil différent du nôtre. Il peut se dire, oui, comment est-ce qu'on peut capitaliser ça d'une manière ou d'une autre? D'où peut-être le fait que
on en soit à une situation ubuesque où un ministre, un secrétaire général prend une décision et lui, Samuel, se permet de dire sous haute... voilà, s'il n'a pas une notion politique, s'il ne se sent pas investi dans certains pouvoirs politiques. Et puis, moi, je vais rapidement sortir là. Ce qu'il a fait l'autre jour face à Marc Brice, moi, j'ai appelé ça de la surenchère patriotique. Jouer ainsi sur l'affect nationaliste parce qu'on veut engranger quelque chose, c'est camoufler un bilan totalement désastreux. Samuel n'avait pas besoin d'invectiver cet homme qui vient travailler, il vient travailler au Cameroun. Et on est des journalistes. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. On est des journalistes. Pour venir à la scène, qui commence à invectiver l'autre, qui fait entrer un représentant du ministre dans une réunion à laquelle il n'est pas convié, qui commence, qui crée le... C'est Brice. Tout ça, et M. Ndikam le disait tout à l'heure, ça ne justifie pas des comportements agressifs. Il est humain. On n'a pas dit non, laissez. Non, François, arrêtez avec ces affaires. Arrêtons de distiller les bons et les mauvais points. Il est humain. Voilà, il est humain. Vous l'avez dit. Personne ne dit qu'il a le droit ou que c'est une bonne image. Monsieur, on n'avance pas. D'ailleurs, excusez, mais il est humain. Arrêtez de distiller les bons et les mauvais points sur ce monsieur. Il est humain, comme nous tous. Georges, je ne veux pas me sentir obligé de vous dire également de boire un peu d'eau. Alors, François, tout à l'heure, il a dit que j'aimerais qu'on reste sur le volet politique. Oui. Georges faisait remarquer tout à l'heure que plusieurs politiques, que ce soit du RDPC ou même de l'opposition, ne semblent pas porter en cœur Samuel Eto'o-Fils. Ouais. Est-ce que c'est la raison, serait ce que vous disiez tout à l'heure, le fait qu'il puisse capitaliser le capital sympathie, lui-même pour s'investir finalement en politique? J'en sais rien. Ce qui est sûr, à mon avis, c'est qu'il est dans l'arène politique. Oui. Quelqu'un qui dit que Samuel Eto'o n'est pas dans l'arène politique au Cameroun n'a rien compris. Il est de plein pied là-dedans. Il pose même des actes qui ont tout d'actes politiques. Donc, il va falloir exactement savoir sur quel échiquier, comment est-ce qu'il va positionner ses pions et comment est-ce que et puis, voilà, moi, je crois que, bon, c'est de bonne guerre. Hein. Peut-être que les politiciens le voient comme un potentiel, je ne sais pas, peut-être adversaire ou quelqu'un qui peut nuire à leur rayonnement. C'est de bonne guerre. Mais moi, je crois qu'on ne peut pas banaliser. Et j'en suis voir que je très bien. On ne peut pas banaliser. En 30 secondes, parce que la parole doit être donnée à Edouard Fauchivet. Mais je veux dire, en 30 secondes, est-ce que Samuel Eto'o-Fils pourrait représenter quelque chose dans la bataille de succession dont on parle? Alors, je vais vous dire une chose. Samuel Eto'o appartient à une famille politique. Oui. Il ne s'en est pas caché. Oui. Il ne s'en cache pas. Il en a bénéficié et aujourd'hui c'est le retour. Au sein de cette malheureusement, au sein de cette famille politique, il n'y a même pas unanimité, il n'y a aucune unanimité, d'accord? Donc il appartient à une faction, il appartiendra aux autres factions, parce qu'il y en a je ne sais pas combien, au jour d'aujourd'hui, on est sûr qu'il y en a, mais on ne sait pas combien de factions il y a. Et donc, pour l'instant, je reprendrai Laurent Gbagbo, qui n'est pas ma tasse de thé, mais il avait dit, ne confondons pas la foule et le peuple. Très bien. Il est populaire. Quand il arrive sur le boulevard de la Liberté, les gens qui n'ont rien à faire se rassemblent autour de la voiture. Il est populaire, mais le peuple, au moment où il faut passer à autre chose, c'est comme quand un jeune homme veut se marier. Il a fait la fête pendant 10 ans, et le jour où il commence à réfléchir au mariage, c'est pas forcément celle avec laquelle il est rentré la veille qu'il est. Edouard Fauchivet, on a souvent parlé de la non-tenue des conseils de ministres. Je veux dire, c'est au lieu où le chef de l'État donne des instructions claires au gouvernement. Le conflit MINSEF-FECAFOD, est-ce qu'il peut être mentionné comme justement l'une des conséquences de la non-tenue des conseils de ministres? Non. Non. Le contraire m'est étonné. Vous savez pourquoi je suis gêné? Dites-moi, pourquoi non? Pourquoi non? Je suis gêné parce que vous prenez le football comme un maillot essentiel dans la gouvernance politique. Je veux dire, sauf qu'on a un président de la FECAFOOT qui répercute les hautes instructions en ministre. Je veux dire, sauf qu'on assiste à un président d'une association sportive qui répercute. Quand ils ont fini de vous voulez me dire que quand on est assis, par exemple, s'il y a un conseil ministériel, on vient prendre le problème de Lions d'Octa pour mettre sur la table pour pouvoir débattre. Mais le ministre de Sport, c'est son travail. Ça vient faire quoi dans un truc de conseil ministériel? Dans la non-tenue des conseils de ministres. Non, c'est vous qui prenez le football
Ou Cameroun Tribune nous dit le chef de l'État a sifflé la fin. On pense que le chef de l'État a sifflé la fin, mais non, il n'a pas vraiment sifflé la fin. Ça repart de plus belle. Avec la gestion du football. Vraiment, là, je suis d'accord avec lui. Déjà, quand vous voyez le Qatar payer un joueur 1 milliard de francs par mois, nous, dans le système économique, nous disons c'est du blanchiment. Hein. Il faut comprendre ce que je dis. Je le dis à haute voix et comprendre ce que je dis. Parce qu'en réalité, je ne trouve pas quelqu'un qui peut toucher 1 milliard par mois. Vous comprenez ce que je dis. Donc, il faut faire très attention. Et puis, les grands pays du football, aujourd'hui, comme le Brésil, etc., n'ont pas posé la politique sportive pour développer le Brésil. Il faut donc comprendre. Donc, pour moi, aujourd'hui, un conseil ministériel ne peut pas débattre sur un problème de lions indomptables lorsqu'il y a un problème de lumière, un problème de route, un problème Donc, pour ces problèmes, on a bien besoin quand même que se tienne un conseil de ministres. Mais le ministre de Sport, c'est son rôle. Non, je veux dire pour ces problèmes que vous avez évoqués, problème de route, problème de lumière. On a bien besoin de voir le chef de l'État. Mais on a bien besoin. Mais ça peut normalement se gérer comme ça se gère aujourd'hui. Et ça se gère tellement bien aujourd'hui? Non, je n'ai pas dit ça. Je dis, le conseil de cabinet, quand même, au niveau du Premier ministère, on aurait pu éviter beaucoup de guerres. Non, je veux dire, le conseil de cabinet, les conseils de cabinet ont bien montré leurs limites. Si ces problèmes de lumière existent toujours. Je vois là où vous voulez arriver, dans cette gouvernance de présence, mais je dis que, tout à l'heure, nous parlions de gouvernance du silence. Ça peut se faire aussi et retenir bien. Avec de très bons résultats, comme en ce moment. Dans certains pays, ça se fait. Non, je veux dire au Cameroun. Donc, nous ne sommes pas au Cameroun, nous avons juste besoin d'un système de contrôle. Comme nous parlions de la lumière tout à l'heure, ce n'est pas le président de la République qui viendra transporter l'électricité de la zone de production à la zone de distribution. Ce n'est pas lui. Voilà. Très bien. Georges, on va sortir de ce sujet. Vous voulez dire quelque chose? Oui, non, juste dire que... Jusqu'ici, qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on tire comme leçon de cette bataille-là, jusqu'ici? Non, je pense pour moi qu'au Cameroun, pour l'intérêt des footballeurs et de tout le monde, la fédération doit pouvoir reprendre les choses en main. Si on estime que c'est... Parce qu'il ne faut pas que ce soit le problème ou la question de 2, de 3 ou de 4 individus. Parce qu'en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, si ça s'était passé à l'époque de M. Monjoya, peut-être qu'on aurait... Enfin, si les choses s'étaient passées différemment à l'époque de Monjoya, peut-être qu'on n'aurait pas eu ce qu'on a aujourd'hui. Les choses auraient été peut-être claires des deux côtés. On ne l'a pas fait. Je veux dire, le 8 juin, c'est dans quelques jours. Là, on se retrouve justement... Il y a quand même de grosses conséquences sur la préparation des joueurs. On se retrouve encore dans une situation pareille. Et je pense qu'il faut ramener les choses, selon moi en tout cas, je le pense naïvement, dans un sens où il faut laisser la fédération assurer le technique et que l'État régule et ne soit plus acteur. Parce que c'est la vocation de l'État. Quand on veut déjà aller dans un sens contraire, on peut se retrouver dans un conflit d'intérêts et dans les situations qu'on a aujourd'hui. Je pense que M. Eto'o a accepté Mabrice. Il a accepté ses 2 adjoints. Vraiment, je ne sais pas ce que des Camerounais qui ont peut-être même la compétence, comme Ntungu Pile ou David Pagou, vont... Je ne sais pas ce qu'il y a de fondamental dessus pour qu'on en soit dans une situation aujourd'hui où justement on a un match le 8 juin et qu'on n'arrive pas à trouver le moyen de faire jouer le match. Il faut laisser la fédération faire ce qu'elle doit faire. La diligence avec laquelle la correspondance est partie du MINSUP au MINSEP, je suis quand même surprise qu'on n'ait pas parlé. Mais cette famille politique est capable de tout. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est entre camarades. Je voudrais dire que... Oui. Vraiment en 1 minute. Georges, je ne sais pas pourquoi Georges insiste sur ce genre de technique de séparation. Si la convention gêne le président de la FECAFOOT, dès lundi, qui pose ça sur la table, mais qui ne passe pas par... Mais c'est au tribunal que ça se fait. Suivez, qui ne passe pas par des contournements non politiques pour affaiblir le gouvernement. Comment ça? À travers une convention. D'accord?
Je vous ai donné la date. Est-ce que ce que vous dites, c'est que Samuel Eto'o-Fisi a essayé d'affaiblir le gouvernement? Comment il a fait pour mais c'est à cause de cette convention qu'on est là où on est. Mais c'est pas lui qui a signé la convention. Mais il n'a pas dit. Il est venu trouver la convention. C'est ce que je dis. Oui. Mais il est président. Oui. Si cette convention, la FIFA vous a dit que vous avez signé une convention avec l'État qui ne m'arrange pas, moi, FIFA, votre tutelle. Allez donc vous asseoir. Mais il a fait un communiqué pour dire que ça va être révisé. Laissez-moi vous donner la stratégie. Allez-y rapidement. Quand on veut annuler quelque chose, on ne se met pas sur le rythme. Alors, donc, si cette convention ne scie pas avec la philosophie de la FECAFOOT, et c'est le moment, et c'est là où j'étais d'accord avec lui de dire, ça ne sert à rien que le ministre gonfle les muscles, ça ne sert à rien que lui gonfle les tubes, un doit se rabaisser. Et c'est lui qui doit se rabaisser parce que cette convention ne l'arrange pas. Très bien. Et donc, ils partent donc chercher à faire en sorte que rien que le décret soit applicable. C'est tout. En une minute, puisqu'on est en train de sortir, je voudrais une fois de plus attirer l'attention de Samuel Eto'o et ceux qui l'entourent. On ne peut pas diriger une fédération comme celle-là et être aussi égotique. Être aussi clivant. Voilà. Donc, être aussi clivant. Je donne des faits. Ça ne s'est jamais produit. Samuel Eto'o est en conflit avec le ministre des Sports, c'est la tutelle. Samuel Eto'o est en conflit avec le syndicat des joueurs, le SINAFOR, c'est Jérémy Ditap. Samuel Eto'o est en conflit avec le président de la Confédération africaine de football. Lui seul sait pourquoi ils se sont brouillés, M. Motsepe. Samuel Eto'o en conflit avec Joseph-Antoine Bell, qui est chargé de la gestion des infrastructures. Dites-moi comment on peut diriger une fédération dans ces conditions. Mais peut-être à un moment, qu'il ait raison. Il a dirigé. Oui, bon, attends. Je t'ai dit, ça ne sert à rien. Tu sais, sur un terrain de football, il a eu des adversaires beaucoup plus complexes que ça. Il s'en est sorti. Hein. D'accord, très bien. Mais c'est ça. Je ne te dis pas. Je ne te dis pas. Non, je te rappelle que c'est quelqu'un qui sait faire. Je te disais juste qu'il s'est fait face à l'adversité. Il faut aussi l'accepter. Peut-être que c'est une qualité. Peut-être que c'est une qualité. Est-ce que le talent, est-ce que le talent qu'il avait sur le terrain, il l'a en dehors du terrain? La petite convention. On va à l'école pour ça. Même Georges Weah est retourné à l'école pour ça. Charles, je vous remercie. On voit de quelle manière. Édouard, Charles. Voilà qui répond à ceux qui sont allés dans des grandes écoles. On se retrouvera sur le plateau. Parce que maintenant, on va aller sur tout. On parle rapidement du nouveau scandale qui secoue le Sénat. Comme annoncé il y a quelques semaines, l'audit des comptes de la Chambre haute du Parlement, autorisé par le chef de l'État, révèle des noms. La commission d'enquête présidée par le Lamido de Rebouba, premier vice-président du Sénat, a révélé un trou de près de 3 milliards de francs CFA. Georges, on y va rapidement avec vous. Quel commentaire est-ce que ça vous inspire cette actualité? Non, je pense qu'on est dans parfois certaines situations qui se passent chez nous qui sont totalement incompréhensibles, mais dont on est sûr qu'on va en parler le temps d'une émission comme celle-là. Et puis finalement, là où ça doit justement parfois aller plus loin. Parce que là, vous révélez quelque chose, mais je rappelle que même en corrélation avec le football d'un point de vue politique, si quelqu'un jette un regard un peu profond sur le stade d'Olembe, ça c'est fini déjà, donc sur le stade d'Olembe, il y a des choses qui ressemblent à ce que vous évoquez là, mais il y a des gens qui sont tranquilles, qui aujourd'hui même sont capables d'être soutenus, ils sont dépositaires du pouvoir de l'État, ça ne pose aucun problème. Donc, je pense qu'on est face à ce type de... C'est dommage parce que normalement, moi je suis de ceux qui pensent que, et c'est vrai, on a beaucoup de difficultés, on a beaucoup de soucis dans ce pays, mais il y a vraiment de quoi faire pour essayer de faire en sorte que les choses avancent. Et avoir ce type de situation à répétition, ça ne fait pas plaisir, ça ne fait même pas bonne presse qu'on en parle ici, parce que nous sommes regardés à l'international. Et c'est suffisamment grave, c'est qui sort de là. Donc c'est dangereux, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? François, Mutation a fait savoir ce lundi 27 mai que contrairement à ce qui a été rapporté par certains médias, le secrétaire général adjoint numéro 1 est encore en poste, il n'a pas été démis de ses fonctions. Oui, ça ne change rien. Ça ne change rien au marasme qu'on vit, qui est symptomatique de la façon dont ces institutions sont gérées et même de leur importance. Ça sert à quoi le Sénat? Moi, jusqu'à présent, je n'ai pas bien compris. Peut-être qu'un jour, on m'expliquera à quoi cette chambre-là, où
quelques grabataires sont venus s'entasser pour ponctionner comme ça de manière aussi bruyante l'argent du contribuable. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Avant ce secrétaire général, il y a celui qui est évacué en France, je crois, je ne sais pas s'il est toujours, mais qui avait écrit une lettre où il demandait carrément... un jet privé. Il demandait des avantages vraiment astronomiques. On comprend donc finalement que c'est un truc qu'on a créé pour caser quelques personnes et pour qu'ils viennent se servir à volonté comme ça sur le dos du contribuable. On a vu quelque chose de similaire, même à l'Assemblée nationale, je crois, en octobre 2023. Oui. Voilà, quelle suite on a donné à ça? Rien du tout. C'est pour ça que je parlais du journal du fameux 20h ou 17h. Voilà. Et maintenant, on sort cet artifice-là nouveau. Il faut même interroger pourquoi ça sort maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas derrière des positionnements ou bien est-ce qu'il n'y a pas derrière quelque chose d'autre? Est-ce que c'est une volonté vraiment affichée réelle d'assainir ou bien de traquer un éventuel détourneur de fonds publics? Il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser. Et il faut le dire, Edouard Fauchivet, justement, la somme dont on parle est astronomique. Je veux dire, elle soulève également des questions sur la gestion des fonds publics dans nos différentes institutions. Bien entendu, c'est du côté du RDPC, nous disons que la lutte, nous continuerons toujours à accompagner notre président national pour la lutte contre le détournement. Même si très souvent, les personnes interpellées, très souvent, mais nous voulons que sont des camarades. Non. Là-bas, il n'y a pas de camarades. Quand on est dans un parti et qu'on embrasse l'éthique de ce parti, on ne peut pas dilapider les fonds. 3 milliards, ce n'est pas 3 000 francs. C'est au moins la route entre Douala et puis Yabassi refait en termes de devoirs. Donc, vous comprenez que les gens n'ont plus peur. Et je crois que le simple fait, comme tout à l'heure Georges a dit, de ne pas arriver à la sanction définitive accompagne plutôt les prédateurs qui sont encore dans le futur de s'activer. Il faut aujourd'hui, quand on pense qu'il y a des ministres qui sont en prison et que subitement l'oiseau d'attaque s'est fatigué, on se pose la question de savoir effectivement qu'est-ce que un secrétaire du Sénat, d'une institution forte. Vous voulez les institutions fortes, on vous donne des institutions fortes, mais... le Sénat, c'est une institution forte. C'est une institution forte, le Sénat. Dans l'organisation politique, le Sénat est une institution forte, comme l'Assemblée nationale. D'ailleurs, comment est-ce que vous prenez le fait qu'il n'ait pas été démis de ses fonctions, qu'il soit toujours en poste? Vous comprenez? Non. Là-bas, je peux comprendre, parce que les enquêtes se poursuivent. Si vous le prenez maintenant, si vous appelez Ndika comme secrétaire maintenant, l'autre va profiter pour pouvoir tailler. Il faut qu'il reste là pour s'expliquer. On a déjà trouvé 1 milliard, et d'après ce que vous avez dit, et 2 milliards qui n'arrivent pas à être justifiés, c'est quand même vraiment... Des véhicules qu'on ne retrouve pas. Je dis, le Sénat est une institution forte où ceux qui sont là-bas sont comme des immortels. Et puis on ne peut pas être classifié dans la zone des immortels pour avoir des légèretés. Vraiment, il y a quelque chose qui... La jeunesse nous regarde. Et cette jeunesse ne peut pas chaque fois penser que tous ceux qui sont des aînés ont la main facile et légère. Vraiment, j'ose croire que d'ici 1 mois, on aura transféré ce dossier au niveau de la justice pour que sanction soit faite. Alors, Charles Dicam, est-ce que cette affaire pourrait être le catalyseur d'une réforme profonde de la gestion des finances publiques, telle qu'appelée par l'opposition depuis longtemps? Je pense que ça n'est pas le pire. Le pire est déjà arrivé. Je vous rappelle que CanGate, Covid-Gate, jusqu'à aujourd'hui, on attend. Je ne pense pas que ce soit ces 3 milliards-là qui soient catalyseurs de quoi que ce soit. Je veux juste dire que ce qui se passe au Sénat, quand vous avez les 2 principaux patrons du Sénat qui viennent au travail 1 fois tous les 6 mois, comment voulez-vous que ça n'arrive pas?
Pourquoi est-ce que les pouvoirs publics n'ont pas été alertés quand une lettre du deuxième malade a été publique et que vous voyez ce qu'un Camerounais dans un pays pauvre, très endetté comme le nôtre, dans l'état dans lequel il se trouve, ose demander comme avantage pour lui-même. Vous vous rendez compte aujourd'hui qu'ils ont même acheté des véhicules qu'on ne retrouve pas. Mais c'est pire que des souris. Donc, franchement, c'est pas nouveau. Comme il faut bien qu'un jour il y ait un élément qui fasse déborder le vase, si c'est celui-là, tant mieux. C'est ce que nous appelons de nos voeux. Mais je n'en attends pas grand-chose. Et je m'interroge, moi également, savoir si... pourquoi c'est aujourd'hui que ça arrive. Ça arrive maintenant quand ces deux personnes sont fragilisées, parce que du temps où Meva Mobutu, que d'aucuns disaient le véritable patron du Sénat, était debout sur ses deux jambes, et que, on le sait tous, hein, toute sa famille y travaille. D'aucuns, on ne sait même pas par qui ils sont payés, certainement par son cabinet. Vous ne pouvez pas dire que toute sa famille travaille, Chadi. Ils sont nombreux. Quand vous venez déjà les neveux, les petits-fils, ses consorts, on les voit dans les jets privés de l'État, donc quand ils reviennent. Donc, si je mens, qu'il me porte plainte. Non, je pense que celui qui aujourd'hui assure l'intérim, qui est un camarade politique, a peut-être intérêt à ce que on nettoie. D'accord. Je ne vais pas quand même vous laisser dire que toute ta famille d'individus... Si on en a déjà deux... De toute façon, il ne sera pas le premier. Son homologue à l'Assemblée nationale a fait mieux que ça, non? Merci Charles Dicam. Merci Charles Dicam d'avoir été avec nous ce dimanche. Merci également à vous, François Dicam. Merci Edouard Fouchivé. Dans quelques secondes, parce que je dois peut-être faire des précisions sur l'information. Oui. Donc, de ce que j'apprends, et puis là, je pense que c'est confirmé, c'est plutôt le staff technique nommé par le ministère qui est arrivé au Ito. Pas le ministre qui a fait venir son staff, non. C'est les OMAM et les autres qui sont arrivés dans cet hôtel où se déroule le regroupement. Ça change rien, c'est la même chose. C'est forcément lui qui les a envoyés. C'est pas exactement la même chose. Il ne s'est pas déplacé. C'est pas exactement la même chose qui les a envoyés. Mais il a, de ce que j'apprends, forcément, si ce staff-là est là-bas, c'est que, comme Dicam le disait, ils ne sont pas arrivés là-bas par hasard. De toutes les façons, on va pouvoir le vérifier. La fédération aurait déjà transmis au niveau de la FIFA les noms des personnes accréditées pour les prochains matchs avec le staff qui a été nommé dernièrement. On va pouvoir, de toutes les façons, on va pouvoir vérifier ces informations-là. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir été avec nous ce dimanche. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera 21h30. Demain lundi, lorsqu'il sera 13h30. On se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr Dieu le veut, bon dimanche à tous.